Hey, bienvenue sur la porte du paradis, ici Cassas, et vous êtes là pour une nouvelle vidéo. Ouais, je sais, ça fait presque 3 ans que j'ai rien posté, et là je reviens d'un coup avec presque 2 vidéos, bah écoutez, considérez que c'est mon cadeau de Noël, voilà, pour 2025. Aujourd'hui c'est une petite vidéo chill, j'ai rien préparé de spécial. Je vous invite simplement à me suivre pour un petit temps autour de tier list, parce que Mario a fait beaucoup de tier list sur cette chaîne. Moi j'en ai fait à l'écrit, mais en fait j'en ai jamais fait en vidéo, et je me dis que ça peut être intéressant d'enchaîner plusieurs tier list comme ça au sein d'une même vidéo. Donc vraiment vous attendez pas à un truc hyper produit pour vous dire là je suis chez moi sur mon canapé avec mon chat à côté de moi. Voilà, donc vraiment prenez-vous un petit truc à boire, un petit thé, et puis on est parti du coup pour les tier list autour de Peachy Peachy Peach. Donc on commence avec une première tier list autour des personnages. Il y en a plusieurs, mais j'ai pris celle-là parce que en fait ils ont intégré aussi certains personnages d'Aqua qui sont juste là. Et franchement, ça va être un plaisir pour moi de démonter ces personnages et de les mettre au plus bas du classement. Non mais c'est surtout que, en fait, malheureusement qu'on le veuille ou non, Aqua est une œuvre officielle qui fait partie de l'univers de Peachy Peachy Peach, donc autant les intégrer quoi. Bon après, je sais pas pourquoi genre, ils ont mis des fillers, mais ils ont pas mis tous les fillers. Bon, écoutez, on va faire avec ça. Moi, je trouve que c'est une liste pas trop mal. En fait, ce que je trouve de très intéressant, c'est les personnages d'Aqua, quoi. Donc, on est parti. Donc, évidemment, c'est pas moi qui ai fait la playlist, hein, mais évidemment, la playlist, n'importe quoi, la tier list. Donc, ici, on a la section S, donc ce sera mes ultimes chouchous. Ici, on aura les chouchoutières. Je sais pas comment le dire autrement. Ici, on a les mid. Ici, on aura les vraiment bof, et là, les je déteste, hein, en gros, on va se dire ça comme ça. Donc, on commence avec Lucie, évidemment. Hop, je vais la mettre ici. Voilà. Donc, je la mets pas en super, bien qu'elle fasse partie de mes chouchous quand même, hein. J'ai toujours dit qu'en fait, dans les princesses sirènes, j'avais 3 chouchoutes que j'arrivais pas à départager. C'est Lucie, Rina et Karen. Comme c'est le personnage principal, je trouve ça un peu facile de la mettre d'entrée de jeu au sommet de la tier list, quoi, parce que bon, de toute façon, oui, Lucie c'est Lucie, quoi. Non, c'est un très bon personnage, puis j'ai envie de dire, la seule chose qui l'attire vraiment vers le bas, c'est Aqua. C'est l'évolution qu'elle a connue dans Aqua, hein, on va pas se mentir, parce que sinon, personnellement, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Comme dit, elle fait partie de mon trio favori de princesse sirène. Voilà. On continue avec Anon. Alors Anon, je l'aime pas plus que ça, mais je la déteste pas, donc on va la mettre ici. Elle est hoquetière en fait, hein, Anon. En règle générale, il n'y a pas de princesse que j'aime pas. Peut-être à part Sarah évidemment, mais ça on en parlera quand ce sera son tour. Anon, je vous avoue, moi quand j'étais au collège, Anon je pouvais pas la piffrer. J'avais beaucoup de mal avec elle. C'est vraiment le type de personnage que j'aime pas. C'est un peu style Corina dans Mew Mew Power. C'est un peu style Stella dans les Winx. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce type de caractère. Et puis ouais, c'est pas que j'aime pas le bleu, mais franchement c'est pas une de mes couleurs préférées, donc forcément c'est pas une des princesses sirènes dont je me suis le plus, enfin à laquelle je me suis la plus attachée. Donc voilà, mais je la déteste pas. Après voilà, en grandissant j'ai appris à l'apprécier un peu plus, parce que c'est pas non plus un mauvais personnage, hein, loin de là. Mais ouais, du coup elle est bien là en mid. Rina, alors Rina, je suis désolée. Autant Lucie je pouvais pas la mettre là, autant Rina je vois pas où je peux la mettre ailleurs. C'est un des meilleurs personnages pour moi sur beaucoup de plans. Ouais, enfin comment dire, j'aime beaucoup Rina déjà parce que c'est ma deuxième couleur favorite. Voilà, vous saviez que j'étais dingue du violet, maintenant vous allez savoir que ma deuxième couleur préférée c'est le vert. Je crois que j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans d'autres vidéos, mais voilà, déjà c'est ma deuxième couleur préférée. Ensuite elle a quand même un flow de fifou, Rina, enfin tout le monde n'arrête pas de dire qu'elle est méga belle dans l'animé. En vrai on va pas se mentir, c'est en termes de chara design, je trouve pas que ce soit la plus belle, franchement pas. Maintenant, dans l'histoire, il est dit que c'est quelqu'un qui est très beau. Et en vrai, ouais, elle est hyper classe. Sa tenue d'hyper idol, enfin, c'est ma préférée ever. C'est pas pour rien que j'en ai fait un cosplay. D'ailleurs, c'était le premier cosplay que j'ai fait maison. C'était le cosplay de Rina en super idol. Et puis son caractère aussi, j'aime beaucoup son caractère. J'ai pas envie de dire que je me reconnais en elle, parce que c'est toujours un peu prétentieux de dire je me reconnais dans le personnage principal, parce que ça reste une des principales. Mais ouais, il y a un truc de... Elle porte beaucoup d'attention à ses amis, elle a un côté très fidèle, très loyal, et en même temps un côté très solitaire aussi, et ouais, tout ça, ça me parle en fait. On passe maintenant à Karen, évidemment, ma chouchoute tout temps confondue. Que dire de plus? Vous n'avez qu'à regarder ma pépé sur la porte, enfin je veux dire, voilà, j'ai pas choisi Karen pour rien. Honnêtement, c'est un personnage que beaucoup de personnes détestent, et je le sais, et moi ça m'amuse. Et en même temps, je suis désolée, c'est
une des princesses sirènes, si ce n'est la princesse sirène la plus éveillée et la plus rebelle. C'est-à-dire que c'est la seule à ne pas avoir aveuglément fait confiance à DS Aqua. Genre quand Karen rencontre le trio principal là, elle les envoie bouler en mode mais vous êtes que des débiles qui croyaient en une entité qu'on ne connaît même pas et qu'on n'a jamais vue. Genre on est dans la merde à cause de cette entité aujourd'hui, elle n'existe pas, enfin en tout cas elle n'existe plus, elle nous est jamais venue en aide concrètement, il faudrait qu'on fasse un truc pour elle, gratuit, sans en attendre, alors que c'est elle qui nous a foutu dans cette situation, enfin à quel moment c'est logique? En vrai de vrai, je trouve qu'elle est très smart là-dessus, elle est très éveillée. Bon, il se trouve qu'elle avait tort et qu'elle a quand même un côté très... Au-delà d'être rebelle, il y a aussi ce truc de, en fait, si elle est aussi rebelle, je pense c'est parce qu'elle a peur de beaucoup de choses, et d'ailleurs... dans la première saison, elle avait surtout peur de perdre sa sœur qu'elle n'avait jamais rencontrée. Et la peur, du coup, la rend, lui donne ce côté un peu Karen, comme on peut l'entendre aujourd'hui. Ça me fait beaucoup rire d'ailleurs que ce prénom-là soit utilisé pour dénoncer, pour montrer du doigt, pointer du doigt des nanas pas très sympas. Mais voilà. Puis bon, le violet, hein. Meilleure couleur ever. J'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. Le gros bémol, par contre, gros bémol chez Karen, c'est sa voix. Enfin. Évidemment, c'est pas la voix du personnage en elle-même, c'est la voix qui lui a été donnée par les comédiens de doublage, quoi. En français, je trouve qu'elle a une belle voix. Sur les chansons, franchement, je sais plus parler. Je vous ai dit, j'ai rien préparé, hein. Je suis pas en train de lire un script, là, vraiment, je vous parle comme si j'étais en train de streamer, alors que, encore une fois, je suis toute seule dans mon canapé avec mon chat. Mais du coup, en français, sa voix, je trouve qu'elle passe assez bien sur sa chanson Aurora no Kaze Ninote, si on parle bien. Mais par contre, la première fois qu'elle apparaît à l'écran et qu'elle chante Legend of Mermaid, mon dieu la voix. Mais même en japonais, je trouve que c'est pas fifou, hein. J'aimerais bien faire un avocat du diable un jour sur elle. D'ailleurs, il faut sachez que le concept de l'avocat du diable, je l'ai imaginé justement en pensant à Karen. C'est elle qui est à l'origine de ce concept-là. Évidemment, la première édition, je l'ai faite sur Mikaru parce que c'était logique de commencer par le personnage le plus détesté ever de la licence pour faire un avocat du diable, mais à la base, si j'ai créé ce concept, c'était pour Karen. Et du coup, j'attends avec impatience que vous me proposiez de faire passer Karen à la barre pour que je puisse faire une vidéo qui puisse la défendre. Parce que franchement, je pense qu'il y a beaucoup de choses dont les gens n'ont pas conscience au premier abord vis-à-vis de ce personnage. Et il y a beaucoup de choses que je pourrais défendre. Donc voilà. Noël, ça m'embête de la mettre au niveau d'Anon parce que pour moi, en fait, elle serait entre les deux. Voilà, elle serait genre, il faudrait que je rajoute une ligne, mais vas-y, je vais pas commencer à rajouter des lignes, c'est bon. Donc je vais la mettre là. Bon, déjà, couleur bleue, même si on est sur un bleu indigo, donc quand même plus proche du violet. C'est pareil, c'est une des couleurs qui m'attire le moins. Et après, ce qui me dérange beaucoup avec ce personnage, qui fait que j'arrive pas à la positionner, c'est qu'à la base, c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais elle a tellement un switch de personnalité entre la première et la deuxième saison, dans l'animé, hein, j'entends, parce que dans le manga, le switch, il est pas aussi violent. Puis je suis trop déçue, parce que je me rappelle que quand j'étais gamine... quand j'ai su qu'on allait avoir une saison 2, parce que oui, je suis vieille au point d'avoir connu l'arrivée de la VF en France, hein. Je fais partie des personnes, des générations qui ont vu la première diffusion VF de Piti Piti Pitch sur Canal I. Donc faut imaginer que nous, la saison 2, on l'a attendue, franchement, on l'a attendue assez longtemps avant qu'elle arrive, hein, sur la télé. Et quand on a su qu'elle allait arriver, moi j'avais déjà vu du coup la saison 2 en japonais, mais du coup sans rien comprendre. Et en ayant découvert la saison 2, même en japonais, en fait, je voyais bien que malheureusement, Noël n'arrivait pas à combler les attentes que j'avais, parce que j'étais là genre, ouais, s'il y a une saison 2 et qu'on développe les personnages et on va voir plus les autres princesses qu'on n'a pas vu, ça veut dire qu'on va avoir des moments exclusifs entre les deux sœurs, donc Karen et Noël et tout. Moi, je rêvais trop, genre d'un plan où on voyait Noël et Karen chanter ensemble. Pour moi, les deux jumelles chanter ensemble, c'était un truc à voir. Et en fait, non, à la place, ils ont fait chanter Noël avec Coco, mais en vrai, je sais très bien pourquoi aujourd'hui. C'est parce que c'est une question de budget et de plans animés. C'est beaucoup moins cher de reprendre des plans qui existent déjà, qui avaient déjà été dessinés et mis en scène sur la saison 1 pour refaire chanter Coco et Noël dans la saison 2. Enfin, et c'est logique, mais ça fait chier quand même, quoi. J'aurais trop aimé voir une chanson entre Karen et Noël, mais carrément une chanson à elle, quoi. Parce que ça, c'est vrai, c'est un des gros points faibles de Noël et Coco, c'est qu'elles ont pas de chanson signature. Et ça, c'est une grosse frustration pour moi. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont amusés depuis des années à leur identifier, enfin à leur mettre un peu des chansons signatures, mais c'est pas les vraies chansons signatures de Piti Piti Pitch, quoi, ça me frustre. Et puis j'aurais beaucoup aimé aussi avoir un petit peu plus de développement entre le lien d'amitié de Rina et Noël. Voilà. Mais voilà, c'est pour dire en fait, Noël, je trouve qu'elle reste toujours non développée, peu importe la saison. Et ouais, comme dit, le switch entre ce qu'on nous donne à voir d'elle dans la saison 1 et ce qu'elle est dans la saison 2, bon, voilà, hein. On passe à Coco, que là, je vais pas hésiter à mettre à côté de Lucie, parce que Coco, c'est ma... En fait, voilà, là, vous avez mon trio de chouchoutes, de princesse sirène, et juste après, il y a Coco. Je l'aime beaucoup,
Voilà, même si je suis très frustrée qu'elle soit pas aussi développée. Encore que dans Pure, elle a eu le droit à 2 ou 3 épisodes consacrés à elle, avec son histoire avec Sarah notamment. Ça, c'était très cool d'ailleurs. J'ai trouvé ces épisodes-là très touchants. Mais en vrai, ouais, déjà rien que dans son apparence, elle est solaire. Puis pour le coup, j'ai l'impression qu'elle, le switch de personnalité, je le ressens moins sur elle entre la saison 1 et la saison 2 que sur Noël. Mais parce que Noël, en fait, je pense, on nous en a tellement parlé dans la saison 1 vis-à-vis des deux là, qui arrêtaient pas de ressasser le passé en nous montrant leur vision de Noël. On s'est imaginé un caractère déjà prédéfini pour Noël, alors que Coco, bah, en vrai, il y a des personnes, hein, malheureusement, pour nous parler d'elle dans la saison 1. Donc on l'a vu littéralement sur les 2 derniers épisodes. T'as pas le temps de construire une vraie personnalité pour un personnage sur 2 épisodes. Enfin, c'est chaud. Et puis, ouais, enfin, vraiment, c'est la meuf qui a envie de voyager, qui a envie de faire des trucs, qui drague les mecs quand on a rien à faire. Je la trouve très très drôle, très libérée. Puis, ouais, elle a ce côté très, très solaire que j'aime beaucoup. Sarah. Alors, si je devais la placer en fonction de son histoire dans le manga, je la mettrais là, en C. Mais pour l'anime, je vais la mettre en D. Et en fait, il y a une très bonne raison à ça, c'est que si vous avez vu nos autres vidéos où on parle de Sarah, vous savez que, ou alors si vous avez lu les mangas aussi, vous savez qu'il y a un personnage qui n'apparaît pas dans l'anime, mais qui est quand même crucial dans l'histoire de base, c'est la grand-mère de Sarah. Alors est-ce que c'est vraiment sa grand-mère de sang, de cœur, on n'en sait rien, et c'est pas le sujet, mais en tout cas c'est quelqu'un qu'elle appelle grand-mère. Et on comprend en fait que c'est la personne qui l'a élevée en tant que princesse sirène. Et c'est cette personne qui, dans le manga, va demander à Taro Mitsuki de partir et de ne pas continuer sa relation avec Sarah parce que vous comprenez, c'est une princesse, elle a un avenir de princesse, elle a un royaume à gérer. Et puis une relation entre un humain et une sirène, c'est pas possible. Donc stop les bêtises. Et c'est ça en fait qui déclenche toute la haine de Sarah, qui déclenche son chagrin d'amour et tout. Donc du coup, dans le manga, elle est excusable parce que c'est vraiment pas de sa faute. Dans l'animé, en revanche, dans l'animé en soi, si Mitsuki est partie, c'est pas de sa faute non plus, mais du coup, il n'y a pas ce truc de elle a été élevée par quelqu'un qui s'est mal occupé d'elle et du coup, ça a donné quelque chose de terrible. Là, dans l'animé, en fait, elle est responsable d'elle-même. Et d'autant plus que c'est la plus âgée des princesses sirènes. Dans la version française, on nous dit qu'elle a 21 ans. Bon, 21 ans, si tu déclenches la destruction de 2 royaumes, c'est chaud, frère. Juste pour un chagrin d'amour, c'est chaud. Bon, en vrai, je rigole parce que je sais très bien qu'elle avait pas 21 ans au moment où elle a détruit son royaume et celui de Coco. Mais du coup, il y a quand même ce truc de, dans l'anime, elle est moins excusable que dans le manga. Et puis voilà, frère, sa relation avec Gaito, enfin, c'est juste pas possible, c'est hyper suspect. Donc voilà, non, Sarah, je ne la porte vraiment pas dans mon cœur. Je suis désolée pour ce qu'elle a subi. Parce qu'encore une fois, que ce soit dans l'anime ou dans le manga, en vrai, elle a subi en fait la décision d'autres personnes qui ont décidé à sa place. Mais non, quoi, y a pas à faire ça. Alors Sarah, c'est pareil, on va être face à un dilemme, c'est-à-dire que si je la juge en fonction de simplement l'anime, vas-y, en vrai, je peux la mettre là, voire là, parce qu'en vrai, elle est mimi comme tout. Par contre, si j'inclus sa partie de l'histoire dans Aqua, je la mets là. Voire là. Non, en vrai, je la mettrai là. Ouais, je vais la mettre là. Parce qu'en vrai, Sarah, je l'aime plutôt bien, enfin ça va, c'est pas... Enfin, en fait, je vais peut-être être méchante, mais Sarah, je m'en fous. Je m'en fous un peu, dans le sens où je trouve que Pure est passé à côté d'un truc qui aurait pu être hyper intéressant, c'est de beaucoup plus développer Sarah. Pourtant, c'est genre l'intrigue centrale de Pure, enfin je veux dire... tout l'arc est tourné autour du fait qu'il faut la sauver parce qu'elle vient de naître et qu'elle est sous l'emprise de Michel et que du coup son royaume est à l'abandon. Mais je trouve que justement on passe tellement à côté de choses quoi. Enfin, puis les premières rencontres entre Sarah et Lucie où Sarah elle est juste insupportable. Après bon, c'est normal, elle vient de naître, elle découvre le monde, c'est compliqué. Mais en fait tout ce que j'aime autour de Sarah, c'est l'histoire qui a été imaginée autour d'elle, mais c'est pas le personnage en lui-même. Et puis ses chansons aussi, j'aime beaucoup ses chansons, que ce soit en VF ou en VO. Mais genre j'aime beaucoup le fait que Sarah, qui est fait de la merde, comprennent qu'il faut que sa successeur, ça se dit comme ça, puisse être accompagnée et éduquée comme il se doit. Donc du coup elle confie son éducation à Lucie, qui est quand même l'incarnation de la paix et de l'amour au moment de la fin de la saison 1, pour pouvoir justement mettre en place une princesse sirène qui soit juste, qui soit bien accompagnée. Enfin, ce principe-là j'aime beaucoup. Les chansons autour de Sarah, je les aime beaucoup. Mais Sarah en elle-même, je m'en fiche un peu. Après voilà, elle est mignonne. J'ai pas grand chose à lui reprocher ou pas grand chose à ne pas lui reprocher, hormis du coup son histoire dans Pure où là, oh mon dieu, mais déjà, enfin, c'est pareil en fait, Pure, ce que j'ai reproché, c'est pas tant le personnage en lui-même, c'est plus l'histoire et ce qu'on en a fait, enfin, je dis on, ce qu'on a fait l'autrice, parce que nous on n'a rien demandé, nous on n'a pas demandé à voir ça dans Pure, mais voilà,
Si vous n'avez pas lu les chapitres de Pur ou vous n'avez pas vu nos vidéos de review sur les chapitres de Pur, faites attention parce que là je vais spoiler. Mais voilà, le fait de remettre une princesse sirène orange en méchante, puis en faire vraiment une méchante qui est pas si ouf en bref. Hein. Je veux dire, son arc méchant, il s'est quand même soldé hyper facilement et hyper vite. Enfin, puis... Bon, je me suis déjà étalée en long, en large et en travers, pardon, je ne sais plus parler. Sur le pourquoi du comment Serra dans Aqua, c'est juste n'importe quoi, donc voilà. Kaito, Kaito, je suis navrée de vous dire que il est ok tiers quoi. Enfin, c'est pareil, je m'en fiche un peu. En fait, je sais que comme c'est le garçon de la série, que c'est le bad boy, puis surtout le mec de la meuf principale, il y a beaucoup de gens qui aiment Kaito, qui sont en train de fangirler sur lui. Je comprends. Mais moi perso je m'en fous. Autant il y a des animés sur lesquels j'ai eu des vrais crushs, autant Peachy, j'ai pas tellement eu de crush sur les personnages masculins. En tout cas pas à l'époque où j'ai découvert l'animé. Parce qu'on va reparler d'un seul crush que j'ai eu et et j'aurais préféré ne jamais l'avoir. Nagisa, alors c'est pareil, lui, à voir comment je le juge, est-ce que c'est en fonction de l'animé ou en fonction du manga, parce que son histoire, elle est très différente en fonction de si c'est la version papier ou si c'est la version animée. En fait, si c'est la version animée, très franchement, je pense que je le mets dans une de ces catégories-là. Si c'est la version papier, en vrai, je peux faire l'effort de le mettre ici. Mais comme j'aime vraiment pas ce personnage, je suis désolée. Nagisa, autant je disais Kaito, Serra, tout ça, ouais, je m'en fiche un peu. Lui, j'en ai tellement rien à péter. Mais j'en ai tellement rien à péter que quand il est devant mon écran, je suis là en mode non, mais dégage en fait. Genre, tu sers à rien. Puis vraiment, il y a aucun moyen dans l'animé de s'attacher à ce personnage. Enfin, à titre personnel, je trouve qu'il y a aucun moyen. Il est juste toxique as fuck. Et c'est tout. La seule manière dont tu puisses t'attacher à ce personnage, c'est de le détester. Mais je suis même pas suffisamment attachée à ce personnage pour le détester, c'est dire. Donc, ouais, non. Par contre, si vous n'avez pas lu la version papier, je dis pas que la version papier est meilleure, parce que depuis tout à l'heure on a l'impression que ouais, dans la version papier c'est mieux. Non, c'est pas vrai. Mais il y a des éléments dans la version papier qui rendent ce personnage beaucoup plus cute. Bon, déjà, il est. En vrai, j'ai l'impression que dans la version papier, il est un peu moins forceur que dans l'animé, même s'il court après Anon, hein, très clairement. Mais c'est pas aussi toxique, c'est pas aussi. Enfin, vraiment, il en devient méchant dans l'animé, quoi. J'ai des souvenirs entre Anon et Nagisa où les deux ils sont affreux l'un envers l'autre et c'est. Enfin, je vois pas à quel moment c'est sain de montrer ça en plus, comme type de couple, merci quoi. Et dans la version papier, du coup, c'est beaucoup plus atténué. Et puis surtout, en fait, il y a un passage qui vient tout lisser, qui vient tout apaiser plutôt. Et que j'aime beaucoup, c'est un moment où Nagisa comprend que Anon va vraiment pas bien parce que Taro vient de partir. Et du coup, Nagisa prend le temps de lui dire mais arrête de me fuir, enfin vraiment je comprends si tu veux pas de moi, mais moi je veux juste que tu sois bien, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te rendre le sourire, et c'est toute une déclaration comme ça qui est trop choupignon, à la hauteur d'un gamin de 13 ans, parce qu'il faut pas oublier que lui il est plus jeune que Anon, hein. C'est un gamin aussi. Mais du coup c'est hyper mignon, et puis vraiment il finit son truc en mode après si tu veux pas de moi je comprendrai, y a pas de souci, mais oh, et juste ça, en 3 pages c'était bon, c'était plié, mon petit cœur a fait boum boum, merci Nagisa, former un couple heureux avec Anon et puis basta quoi. Dans l'animé, va chier. Dans l'animé, Nagisa va chier. Bien profond. Et Anon, tu peux aller le rejoindre parce que franchement, t'as pas été sympa non plus avec lui. Mais en vrai, de vrai, je peux défendre les réactions d'Anon. Enfin, vraiment, c'est un harceleur, quoi. Dans l'animé, Nagisa, il est insupportable. Masahiro. Bah là, pour le coup, que ce soit dans l'animé ou dans la version papier, tu sers à rien, mec. Voilà, pour le coup, il sert à rien. Je le déteste pas, j'ai rien à lui reprocher en soi, c'est juste, tu ne sers à rien. Tes listes, t'es insipide, juste t'as mis une paire de lunettes pour faire genre que je suis pas comme les autres là, parce qu'on va pas se mentir, ils ont tous la même tête hein, quand même. Ah, regardez-moi ça, tous des sosies. Non, à part lui là, lui, il est pas pareil lui. Mais tous des sosies, y a pas que les Pandarasa qui se ressemblent entre eux. En vrai, Masahiro c'est un Kaito avec les cheveux verts et des lunettes quoi, et qui fait de la moto et du combat et de la boxe au lieu du surf, enfin vraiment. Et puis son espèce d'histoire d'amour avec Rina là, en vrai moi Rina, je pense qu'elle est lesbienne déjà. Non, mais, j'aimerais qu'elle soit lesbienne, pour de vrai. Et je vous avoue que Rina, je la vois en couple tant avec Karen qu'avec Lucie, qu'avec Noël, que voilà. Mais pas Masahiro, enfin, je trouve que leur couple il a aucun intérêt. J'en ai pas grand souvenir dans la version papier, franchement, je crois que ça mène pas à grand chose. Et dans la version animée, enfin. Les 3 fois où on a abordé le couple Masahiro-Rina, c'était à chaque fois autour du même axe, à savoir « Oh mon dieu, je suis une princesse sirène, je ne peux pas rester avec Masahiro, mais je l'aime tellement, que vais-je faire? Oh, je suis torturée !» Leur couple n'a jamais avancé, c'est toujours resté au même stade. Et Masahiro lui disait en mode « Bof, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Le bro, il sait pas ce qui se passe dans la tête de Rina, c'est normal, il connaît pas son secret, mais... Enfin, du coup, il sert à rien, quoi.
il la soutient pas vraiment, enfin il la soutient comme il peut avec ce qu'il sait, mais du coup c'est un peu du vent pour nous spectateuristes, donc bon voilà. Non mais Sairo il sert à rien, je suis désolée. Taro, navré mais t'es une merde. Hein. T'es une merde ratée, que ce soit dans la version papier ou dans la version animée, enfin je veux dire, dans la version animée déjà, c'est lui qui quitte Sarah sans prévenir, sans rien, sans lettre d'adieu, juste ah bah désolé Serette, mais t'es une princesse, du coup on peut pas être ensemble parce que sinon je vais être un fardeau pour toi, enfin et c'est bon, c'est l'équivalent de la phrase, non mais c'est pas toi le problème, c'est moi. C'est vraiment ça, putain mais porte tes balls quoi, je sais pas. Si tu l'aimes, je sais pas, fais en sorte de trouver des solutions ou discuter avant de t'en aller comme ça sans prévenir. Et puis dans la version papier, c'est bon quoi, il y a une vieille qui est venue lui dire s'il vous plaît monsieur, n'empêchez pas la princesse d'accomplir son devoir. Bim, il a pas cherché à savoir, il est parti quoi. Enfin, c'est bon. On souffle un peu, on souffle. Et puis au-delà de ça, enfin, Taro c'est une plante verte. Je suis désolée. Autant, j'ai fait une vidéo, je sais plus si c'est sur la chaîne de la Porte du Paradis ou sur ma chaîne à moi, mais j'ai fait une vidéo sur la dépression et Sarah. Parce que clairement, Sarah c'est une métaphore de la dépression. Mais c'est une métaphore de la dépression où genre... j'ai pas les termes pour décrire ça, mais c'est actif quoi, c'est intense. C'est une dépression qui s'exprime et qui se voit. Taro, c'est l'inverse, c'est la dépression, tu sais, tu vois pas la personne, elle est mal, mais elle se dégrade petit à petit, ce qui fait que tu le vois pas, et un jour elle perd toutes ses couleurs, toute sa saveur, elle est insipide. Bah voilà, ça c'est Taro. Il sert à rien le fraté, je suis désolée pour toi, va voir un psy, hein, vraiment. Vas-y, je vais le mettre là. J'allais le mettre à côté de Serra parce que ouais, en mode un peu je m'en fous et tout, mais Rito, il y a quand même un truc, c'est que c'est un super grand frère. Et pour ça, je ne peux pas le mettre en dessous de la moyenne, enfin c'est pas possible. C'est un super grand frère pour Mikaru. Et ça a été un super grand frère aussi pour Lucie. Vraiment, la relation qu'ils ont, Rito et Lucie. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui les shippent. Allez regarder la vidéo qu'on a fait avec Mario sur justement ce ship-là. Vraiment, vous allez comprendre où je vais en venir. Voilà, je peux pas le placer en dessous, rien que pour ça, parce que bravo Rito. Mais après, voilà quoi. Un panthère à ça en plus ou en moins, on est plus à ça près. Puis bon, merci Pink Anamori pour les designs très original. Hein. Voilà. C'est un Kaito avec les cheveux noirs. Clairement. Subaru. Je sais pas pourquoi je l'ai dit avec un accent pseudo-japonais. Subaru. C'est bien en français. Je sais pas où le mettre. C'est parce qu'en fait, c'est malheureux à dire, mais c'est un personnage filler, quoi. Je peux pas le mettre ici, parce que je l'aime bien quand même. Mais ça me paraît difficile de le mettre au même niveau que Rito, Kaito, Anon, tout ça. Enfin, non, quoi. Donc ouais, je vais le mettre à côté de Serra, hein, écoutez... quand il voudra bien, voilà. Ouais, bah je vais le mettre à côté de Serra parce que... Bah, je suis désolée, mais perso, ce que j'aime chez lui, c'est son chara-design, c'est tout. Parce que c'est un des rares personnages masculins à faire l'effort de pas juste être un sosie de Gaito ou de Kaito, et ça c'est franchement un gros point en plus. Pour moi en plus, il a les yeux bleus, et ça a tendance à faire des ravages en ce qui me concerne. En plus de ça, c'est quand même le love interest de ma petite Karen. En vrai, je comprends, il est BG. Et puis, il y a un truc qui est rigolo, quand même, c'est que je disais tout à l'heure, Karen, elle a un côté un peu rebelle, un peu éveillé et tout, et elle est quand même tombée in love d'un gars qui est hyper engagé dans une cause qui est la fonte des glaces, donc l'écologie, tout ça. Je me dis, ah, ça c'est intéressant quand même. C'est intéressant. Pour tout ça, je ne peux pas le mettre dans la catégorie D parce qu'à un moment donné, faut pas déconner. Mais je peux pas non plus le mettre plus haut parce que on l'a vu sur un épisode et on le reverra jamais. Et dans le manga papier d'ailleurs, il n'existe pas. Non, je crois pas. Il n'existe pas. Donc bon bah voilà quoi. Tu étais un super petit personnage dedans d'un épisode, mais ça s'arrête là. Hippo, en vrai de vrai. Voilà, je vais le mettre là. Je le mets là parce que je sais pas quoi en penser, moi, de Hippo. C'est-à-dire que c'est pas un personnage inutile, loin de là. Ses transformations, que ce soit sa version pingouin, sa version humaine ou sa version Léviathan, franchement, il y a du bon dans les trois. Il y a des choses très intéressantes dans ce personnage. Sa relation avec Yui, c'était mignon as fuck. Maintenant, bon bah moi, c'est pas non plus un personnage coup de cœur. Oui, je pense que là, dans le mid, là, il est très bien pour moi. Nikora, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, mais je vais pas la mettre ici parce que elle est pas suffisamment développée pour la mettre plus haut. Déjà, elle est violette. Voilà. Ça, c'est un truc d'ailleurs que j'ai jamais vraiment compris. Elle fait partie du royaume de Lucie, mais elle est violette. Ça m'amuse un peu. Bon, après, elle a le droit d'avoir migré. Hein. Moi, j'ai rien contre la migration, au contraire. Venez chez nous, les gens, on vous accueille. Mais déjà, elle est violette du coup. Et puis ouais, même si elle a un côté un peu chiante, un peu vieille. Comment je pourrais dire ça? Un peu. C'est pas qu'elle est vieille, elle est pas vieille, mais elle fait un peu vieille moralisatrice auprès de Lucie, mais en même temps,
C'est un peu le rôle qu'elle prend en tant que grande sœur, puisqu'elle se fait passer pour sa grande sœur sur Terre. Et puis c'est bien que Lucy puisse avoir quelqu'un pour la ramener un peu sur Terre, parce que Lucy a tendance à être très tête en l'air. Nico Rale a ce rôle-là, elle le fait très bien. Sa petite romance avec Monsieur Taki, c'était très mignon. La voir rougir devant un homme, alors qu'habituellement, justement, c'est un peu la grande moralisatrice, c'est très cute. Voilà, j'ai pas grand-chose à lui reprocher à Nico Rale, pour le coup, je l'aime beaucoup. Et très déçue d'ailleurs qu'elle soit pas dans Aqua. Madame Taki, Madame Taki, je suis navrée pour vous, mais voilà, hein, on va la mettre là. Avec Serra et Subaru, puisque ouais, j'ai pas grand chose à dire de Madame Taki. En fait, j'ai l'impression qu'il a fallu attendre la moitié de la saison 2 pour avoir un épisode développé sur Madame Taki. Oui, bah c'est une huître quoi. Je suis non, mais elle est rigolote quand elle intervient, bon c'est marrant, mais tu tiens pas de saison avec Madame Taki. DS Aqua, bon alors là ça va vite fait. je crois que ma dernière vidéo aura suffi à vous faire comprendre que c'est compliqué, DS Aqua, encore une fois. Les génocides, c'est pas drôle. Free Congo, Free Palestine, Free tout, Free Soudan, Free Pantarassa, hein, voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, c'est bon, on a fait plusieurs vidéos déjà pour dire que Aqua c'était vraiment caca, je vais pas encore m'étaler là-dessus. On passe à autre chose, Heather. Alors Heather je l'aime bien. Heather je l'aime beaucoup, je serais presque prête à la mettre au-dessus. Après, malheureusement, les méchants ont tendance à être pas si développées. Les Dark Lovers en particulier, elles mériteraient toutes d'être un peu plus développées, parce qu'en vrai, c'est quand même les premières méchantes. Et voilà, moi je les aime bien toutes les quatre. Après, Heather, déjà, elle est violette. Puis en fait, j'aime bien le côté, c'est des sirènes qui se battent contre une créature marine, genre Heather, c'est un genre de sirène aussi, au final. Elle est un peu un mix entre une Ursula et une sirène, j'ai l'impression. Et puis, ouais, elle a dans son chara design des palettes de couleurs qui m'attirent beaucoup. Puis en règle générale, j'aime bien le caractère des quatre Dark Lovers, elles sont très rigolotes, elles ont leurs moments très touchants. Moi, ce qui m'embête beaucoup, c'est qu'elle revient dans Aqua et que du coup, bon voilà, bon après dans Aqua, elle a le même rôle que ce qu'elle avait auprès de Gaito, hein, c'est-à-dire une fangirl de son maître, ça change pas. Mais du coup, la faire revenir pour faire ça dans Aqua, alors qu'il y a eu tout un arc de rédemption pour les quatre là à la fin de la saison 1, qu'on les revoit dans la saison 2 où elles sont plus du tout méchantes, où elles arrivent comme des fantômes, mais sans être méchantes. Enfin, du coup, ouais, le fait de la faire revenir dans Aqua pour être de nouveau une méchante, ouais, on souffle, hein, on souffle. Mais sinon, voilà, je l'aime beaucoup. Eril, je vais la mettre juste en dessous. En fait, son chara design, il me laisse un peu perplexe. J'aime bien son style. Mais sa tête, c'est pas possible. Je suis désolée, Eril. J'aime bien son style. Et puis Eril, en fait, je me suis pas renseignée, mais elle me fait un peu penser à une chauve-souris. Et sinon, elle me fait un peu penser aussi, surtout, aux sirènes. Mais genre aux sirènes grecques. Parce qu'il faut savoir, je crois qu'on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais il faut savoir que les sirènes à la base, c'est pas des femmes mi-poissons. C'est des femmes qui ressemblent plus à des harpies, donc des femmes oiseaux. Qui vivent en milieu maritime et qui font globalement le même taf que les sirènes nordiques, à savoir couler des bateaux. mais sauf que à la base de la base, une sirène c'est un oiseau. C'est une femme maudite du coup qu'on a transformée en oiseau et qui ira faire du mal aux hommes. Et du coup, ouais, je me demande si les ailes font pas un peu référence à ça. Mais voilà, après Eril, elle est très drôle. Voilà, elle est drôle. C'est tout. Non mais c'est pareil, enfin, les 4 Dark Lovers en règle générale, elles ont tout un truc très attachant. Yuri, forcément je vais la mettre là, parce que elle, c'est la plus développée des 4, due à son petit crush juste là. Elle est très très mimi. Quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup son style, parce qu'évidemment très gothique Lolita. Et le gothique Lolita, c'était un peu c'était un peu c'était un peu le style de style que j'aurais voulu avoir quand j'étais au collège. Enfin bon voilà, puis non, elle est mignonne, voilà. Maria, oula, elle a décidé de se placer en bas, mais non Maria, voyons Bichette, tu vaux bien plus que ça. Presque je la mettrais là aussi, mais bon. En fait voilà, sur les 4, il y en a 2 que je préfère, et c'est vraiment ces 2-là. Maria, écoute, j'aime beaucoup son pouvoir autour de la glace, parce que ouais, en fait ça fait sens quoi. Encore une fois, là on est face à des démons marins, genre, on voit qu'elles viennent de la mer ou qu'elles ont un lien avec l'eau. Peut-être un peu moins chez Yuri, et encore. Mais Maria du coup, ouais, son pouvoir autour de la glace, il est juste trop classe. Son chara design est très simple, mais il fonctionne très très bien. Et puis son espèce de relation avec Gaito, limite je la trouve un peu plus saine que Sarah, parce que je ne sais pas quel âge ont les Dark Lovers. Dans le manga il est dit que c'est Maria la plus vieille, même qu'elle s'applique des crèmes anti-âge, mais en vrai est-ce qu'elle se fout d'elle parce que genre c'est vraiment la plus vieille, mais tu sais genre elle doit avoir 12 ans. Donc est-ce que plus vieille ça veut dire elle a genre 18 ans, tu vois. C'est quand même mieux que 21 ans.
Mais bon, voilà. Donc, mis à part ça, je trouve que sa relation avec Gaito, elle est plus touchante que celle avec Sarah. Mais encore faut-il savoir quel âge elle a. Parce que, genre, si elle a le même âge que Sarah, c'est non, caca, dégage. Et du coup, Gaito, pour le coup. Voilà, mon petit sucre. Voilà, je le mets pas là parce que, alors, je vais modérer mes propos. C'est pas mon personnage préféré du tout. Mais, il fait partie de mes chouchous. Parce que, bordel, le gars s'est quand même fait abandonner de façon la plus injuste qui soit par une déesse génocidaire. Et il a dû survivre tout seul. Il a fait face à cette tarée qui l'a élevé et soi-disant aimé. C'est d'ailleurs elle qui en a fait aussi quelque part le roi qu'il était censé devenir. Mais pas dans le bon sens du terme malheureusement. Gaito, t'es un roi de base, t'avais pas besoin de Sarah ou de qui que ce soit d'autre pour être un roi. Rien que ce que t'as vécu tout seul, bichon. Vraiment, faut pas oublier que Gaito il a 14 balais. Hein. Faut pas oublier que les deux là, les deux là, ils sont jumeaux quand même. Hein. Donc ils ont 14 ans tous les deux. Gaito, au moment de sa mort, il a 14 balais. Voilà. Rien que ça, moi, ça me crève le cœur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'autre forme de rédemption possible pour un gamin de 14 ans qui a fait des conneries dont c'était même pas de sa faute. Parce qu'encore une fois, DS à quoi t'as chié pour ce coup-là. Pour d'autres coups aussi d'ailleurs, mais ce coup-là en particulier. Et du coup, il n'y a pas eu d'autre rédemption possible que la mort alors qu'il a 14 ans. Il a 14 ans. Bébou. Non, vraiment, c'est un petit sucre pour moi, Gaito. Il aurait jamais dû vivre tout ça. Et il est largement pardonné. Parce qu'en plus de ça, en vrai, de vrai, c'est pas genre un méchant sanguinaire qui cherche à vraiment faire du mal aux gens en tant que tel. Genre, il a voulu voler les perles pour prendre du pouvoir. Il a pas tué qui que ce soit. Il a pas non plus terrorisé des peuples. Enfin, si, il a terrorisé des peuples, mais je pense même pas que c'est à cause de lui. Je pense que c'est à cause d'elle. C'est elle là qui a déclenché l'espèce de psychose autour des Pantarassa, qu'on sait toujours pas pourquoi d'ailleurs. Mais en vrai, Gaito, il a tué personne. Enfin, j'ai pas souvenir. En tout cas, dans l'animé, c'est sûr, il a tué personne. Ah si, pardon, dans l'animé, il a tué des gens. Il a tué des sirènes chez elle. Si, non, bah pardon, j'ai rien dit. Mais voilà, encore une fois, faut pas oublier que Gaito, il ressort d'un génocide en étant abandonné par une déesse qui a causé la mort de toute sa famille et de tout son clan. Donc bon, voilà. Non, Gaito, il est très très excusable pour le coup. Mimi, et d'ailleurs, on va les mettre toutes les deux parce que voilà. Hop, ouais. Elles vont ensemble en fait, elles sont très peu dissociables, je suis désolée. Mimi, mais je la mets quand même au-dessus parce qu'elle est Mimi, elle porte bien son nom. Et puis ouais, en fait, des deux, c'est celle que beaucoup on préfère parce qu'il y a tout un épisode dans Pure autour d'elle où elle est très humanisée, très... Ouais, Mimi, t'es un petit sucre. Bon, après, ça reste des méchantes. Ça reste des vraies méchantes pour le coup. C'est des vraies méchantes. C'est pas comme Gaito. Je suis désolée, Bébou, oh là là. Mais du coup, c'est pour ça que je les mettrais pas là. Et puis parce que c'est vraiment pas mes personnages préférés. C'est facilement mes méchantes préférées par contre. Si je devais juger en termes de groupe, genre les Dark Lovers, les Beauty Sisters, les Black Beauty Sisters, elles arrivent quand même en tête de liste. Suivi de très près des Dark Lovers. Et puis les 4 autres là, bon, hein, voilà. Et puis les méchants d'Aqua, on n'en parle même pas. Mais voilà, Mimi et Chichi, mon duo de méchantes préférées. J'ai une grosse préférence pour Mimi, comme dit, pour ce que j'ai annoncé avant. Et puis Chichi, bon... En fait, ce qui me dérange dans ce truc-là, c'est que là, je me rends compte que j'avais parlé d'elles comme étant des sœurs. C'est pas des sœurs. Faut qu'on se mette d'accord là-dessus, les mecs. Faut qu'on se mette d'accord là-dessus, les gens. Ce ne sont pas des sœurs. Même si dans la VO, elle s'appelle Black Beauty Sister, je refuse de croire que ce sont des sœurs. En vrai de vrai. Il y a tellement d'indices, tellement de mise en scène, tellement de choses qui font comprendre que c'est un putain de couple. Enfin, genre... Et ça me bute de voir que au Japon, comme en Occident, parce que pour le coup... le nombre de mangas où des relations lesbiennes ont été transformées en relations familiales en Occident, ça s'est fait beaucoup. Mais que ce soit au Japon ou en Occident, le fait de savoir que le lesbianisme est moins bien accepté que l'inceste, ça me bute, sincèrement. Et arrêtez de penser que ce sont des sœurs. S'il vous plaît, on galoche pas sa sœur. Vraiment, on galoche pas sa sœur. Et puis, même dans Aqua, genre... parce que oui, elles reviennent dans Aqua. De toute façon, elles sont là partout, voilà. Les deux là, c'est les méchantes qui font le fil rouge entre toutes les saisons, elles sont là partout. Même dans Aqua, quand elles reviennent, genre, leur façon de réapparaître, c'est Minnie qui est toute seule, qui a pas retrouvé Chichi, et qui pleure parce qu'elle a perdu l'amour de sa vie, quoi. Enfin, c'est vraiment ça, le truc. Donc non, c'est un couple, en fait. C'est clairement un couple. Lady Bat. Alors là, je suis embêtée. Parce que... Moi, je vais la mettre là quand même. Lady Bat, en fait, je l'aime beaucoup en termes de chara design. Je l'aime plutôt bien en termes de personnalité.
En plus de ça, c'est un personnage queer, donc c'est très cool. Un petit peu plus de queer dans la vie, ça fait toujours du bien. Mais elle est pas développée, quoi. Elle est clairement pas assez développée. Et c'est dommage. Voilà, j'ai vraiment pas plus de choses à dire. J'aime beaucoup sa chanson. Non, en vrai, j'arrête pas de dire du bien d'elle depuis tout à l'heure. Vas-y, je la remonte maintenant. Voilà. J'aime bien sa chanson, elle est très, très rock metal. Enfin, du coup, j'aime bien. Puis j'aime bien aussi le principe qu'elle ait un micro, mais comme un micro de scène. Voilà, je trouve ça. Je trouve qu'on répond aux princesses sirènes qui elles ont vraiment le micro à porter à la main, je trouve ça sympa en fait comme symbolique. Puis ouais, encore une fois, son chara design, ouais, il est basique, hein, c'est un chara design inspiré des vampires très clichés, mais sur moi ça marche. Écoutez, à un moment donné. Lanoua, j'aime beaucoup sa chanson, j'aime aussi beaucoup son chara design. Elle a les cheveux violets. D'ailleurs, Lady Bat aussi, elle a des reflets violets. En fait, c'est comme Lady Bat, quoi. J'aime beaucoup sa chanson, j'aime beaucoup son chara design. Elle est drôle. Je l'aime bien, mais voilà, je pourrais pas la mettre plus haut même si je le voulais parce qu'elles sont pas suffisamment développées. Je suis désolée. Comment elle s'appelle elle déjà? Arara. Elle, je l'aime pas. Mais pourquoi je l'ai mise là? Je vais la mettre là. Voilà. Elle, je l'aime pas. Voilà. Je suis désolée, je la supporte pas. Genre vraiment pas. J'ai vraiment rien d'autre à dire, je la supporte pas. Fuku, c'est pareil, ça va aller très vite. Lui, il va là. Je comprends même pas l'intérêt de ce personnage. Encore à l'heure actuelle, je n'ai pas compris quel était l'intérêt de ce personnage. Genre, je sais que c'est un genre de fragment de Michel qui devait veiller sur lui, qui débloque ses pouvoirs de... Ouais, c'est bon, trop compliqué. Déjà, de base, le plot de Pur, il est compliqué as fuck, mais alors Fuku, c'est vraiment un personnage que j'ai pas compris du tout. Il est insupportable en plus, enfin genre vraiment, non, je ne t'aime pas. Michel, on va le mettre juste au-dessus, parce que pour le coup, il a un peu plus de saveur, mais c'est pareil, je l'aime pas particulièrement. Son chara design est assez cool, mais enfin, c'est tout, quoi. Enfin, j'ai pas de coup de cœur pour ses chansons, son histoire, elle est trop bancale pour pouvoir s'y intéresser. C'est pas suffisamment un bon méchant pour moi, mais en même temps, je peux pas le mettre là parce que voilà, du peu qu'on comprend de son histoire, clairement, bah c'est entre guillemets pas de sa faute, encore une fois. Il est pas méchant en soi, mais puis il y a un côté chez Michel quand même très je suis le méchant mystérieux, je suis plus fort que tout, vous êtes tous des ignares, et moi je sais tout parce que je suis à l'origine du monde. Enfin, c'est vraiment, ouais, bon, d'accord, le positionnement du méchant de base. Mikaru, on va la mettre juste à côté. Voilà, on va la mettre juste à côté de Michel, ce qui est très bien puisque les deux fonctionnent quand même ensemble. Ça d'ailleurs c'est aussi un truc très chelou. Mais de toute façon, toute l'histoire en règle toute l'histoire pardon en règle générale de Pur, c'est très compliqué et très complexe, hein, très bizarre. Mais du coup Mikaru, je sais que beaucoup de personnes la mettraient ici en D. Moi, avec le temps, j'apprends à modérer mes propos sur Mikaru. Déjà parce que j'ai fait l'avocat du diable sur elle. et puis parce que même avant l'avocat du diable, en fait, qu'on le veuille ou non, Mikaru, ça reste aussi une gamine de 15 ans qui a vécu des trucs injustes dans son enfance. Ça justifie pas le fait qu'elle devienne une meuf toxique, surtout envers Kaito et Lucie, comme elle a pu l'être. Ça justifie pas qu'elle fasse des putains de crises à son frère comme elle a pu les faire. Ça justifie pas tout ça, hein, mais ça explique. Enfin, le contexte de vie qu'elle a connu depuis sa naissance, ça explique tellement de choses. Déjà, Mikaru, elle est pas au courant qu'elle a des origines panthraciennes. Pour elle, c'est une humaine. Rito, lui, il sait. Donc déjà, comment tu peux grandir sainement sans savoir vraiment qui tu es? C'est d'ailleurs la même problématique que Michel. Hein. Lui, il grandit plus, mais il cherche qui il est. Ne pas savoir qui on est vraiment, enfin, c'est une torture, hein, vraiment. Donc, déjà ça. Ensuite, faut pas oublier qu'ils ont perdu leur daronne très très vite, enfin, même leurs deux parents au final. Mais leur daronne particulièrement tôt, donc compliqué d'avoir un équilibre quand t'as pas les deux parents déjà. Et puis, faut pas oublier aussi que toute sa famille l'a toujours traité comme une petite poupée, une petite marionnette, qui n'avait pas son avis à donner, et qui a été abandonnée parce que de toute façon trop faible, trop malade, puis on n'a pas le temps de s'en occuper, puis oh là là, mais quoi en fait? Il y a que Rihito qui s'est vraiment inquiété de sa sœur depuis son existence, et en vrai, bah du coup c'est pas étonnant que Mikaru soit devenue la petite peste qu'elle est devenue vers ses 15 ans. Donc voilà. Excusable, explicable, pas justifiable, mais du coup ce qui fait que je la mets en C et non pas en D. Rukia. On arrive dans les personnages d'Aqua. Ça va être compliqué, hein. Rukia, en vrai de vrai. Je vais être gentille, je vais la mettre là. Ouais, elle est mid. Je peux pas la mettre plus haut parce que je peux décemment pas mettre un personnage principal qui reprend exactement la même gueule que le personnage principal d'avant en plus haut que ça. Enfin, genre, c'est trop de la flemmardise pour moi. Ça, je supporte pas ce genre de truc. Genre, je veux dire, même dans Sailor Moon, ils ont fait l'effort de différencier Camille et Bunny alors qu'elles sont mère et fille, quoi. Enfin, fuck Pink Anamori. Vraiment, c'était pas compliqué d'imaginer un nouveau chara design. Surtout que, purée, je sais pas si vous avez genre des OC Mermaid Melody.
Moi j'en ai, et je passe mon temps à checker les OC des autres parce que je trouve ça trop beau, parce que je trouve qu'il y en a, ils ont tellement de trop bonnes idées. Il y en a plein, et j'en fais partie, des personnes qui ont imaginé des chara design pour Rukia, ou même des chara design pour un potentiel enfant de Lucy et Kaito avant que Aqua n'apparaisse. Il y a tellement de choses qui sont plus intéressantes à exploiter, rien que le fait de la faire rousse déjà, parce que pourquoi pas reprendre des traits qui ressemblent beaucoup plus à Lucy, parce que oui, c'est une princesse sirène, donc elle va prendre le côté sirène et tout, pourquoi pas. Mais faites-la rousse au moins, je sais pas. Puis pourquoi exactement deux couettes? Il y en a, ils ont imaginé, c'est franchement, pour vous dire, c'est très très simple de faire en sorte de nous faire apprécier ce chara design, un autre chara design, ce personnage mais sous un autre chara design. Au lieu d'une couette, au lieu de deux couettes, pardon, vous lui mettiez une queue de cheval, vous la rendiez un peu rousse ou blonde vénitienne, et c'était bon, on aurait été content rien que pour ça quoi. Enfin, moi à titre perso, il m'en faut pas plus. En termes de chara design, je parle pas en termes d'histoire, parce qu'en termes d'histoire, purée, on est sur un copier-coller, mais un copier-coller qui n'a pas de saveur et qui a été collé avec du caca et de la glu. Voilà, donc je peux pas la mettre plus haut. Maintenant, ça me dérange de la mettre plus bas parce que faut pas oublier que c'est la fille de cette personne que j'aime beaucoup, mais qui dans Aqua est affreuse. Je viens de faire sursauter mon chat. Pardon loulou. Donc faut pas oublier que dans Aqua, elle est affreuse. Genre, Lucie vient dire à sa propre fille qu'elle ne peut pas avoir une relation avec un humain parce que elle est une sirène et que c'est inconcevable. Lucie. Et Lucie veut forcer sa propre fille à avoir un mariage arrangé avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas. C'est génial, c'est genre vraiment affreuse mère. Et surtout, elle a un père absent. Voilà, je ne vois pas dans quel monde tu peux bien finir avec ces parents-là. Je suis très déçue d'Aqua sur le développement des personnages qu'on avait déjà. Ça, c'est le grand drame. Donc voilà, après, bon, Rukia, c'est le stéréotype de la Magical Girl, de l'héroïne principale. Pour le coup, j'ai rien de plus à lui reprocher. En fait, elle est un peu débile, mais sans vouloir être méchante, Lucie était un peu débile aussi. Enfin, ça veut pas dire que c'est un mauvais personnage. Lui, bon, à un moment donné, stop les bêtises, là, tu vas finir ici. Poto, je t'aime pas. Genre, vraiment, y a rien pour me le faire aimer, enfin... Il est lunatique comme pas possible, c'est une copie mal faite de Kaito. Il est affreux, abject, froid, condescendant, enfin, y a rien... Non, Berk, Kaka Kurosuna. Sango, voilà, je vais la mettre là. Et honnêtement, si je devais faire un classement des personnages, uniquement des personnages du manga Aqua, je la mettrais carrément en S. Je pense que pour le moment, Sango, c'est mon personnage préféré d'Aqua. Pour deux raisons. Son comportement, enfin genre sa personnalité, qui est un peu une Anon 2.0, mais avec un côté beaucoup plus réfléchi et beaucoup plus... Enfin, il y a le côté hautain au moins en fait. Et ça m'aide beaucoup. Et le côté beaucoup plus réfléchi, je trouve. Mais ça n'empêche que c'est une petite faux folle qui s'intéresse aux garçons, qui s'intéresse aux histoires d'amour, qui est là en soutien de Rukia, qui veut absolument la pousser à aller dater son crush et tout. Donc là-dessus, on est sur du Anon 100%. Mais sur le reste, du coup, elle diffère un peu. Et puis, il y a un autre truc que je trouve très très cool avec ce personnage. Au-delà de son comportement, de sa personnalité qui est déjà ultra cute, que j'aime beaucoup. C'est vraiment le personnage doudou d'Aqua, pour moi. En même temps, c'est pas compliqué, je suis désolée, mais Aqua quoi. Bref, la deuxième chose qui est très très cool avec Sango, même si ça vient renverser toutes les règles qui existent dans l'univers de Pichi Pichi Pitch, et ça c'est le truc qui m'embête le plus, mais en vrai de vrai, le principe est très cool et je suis déçue que cette règle-là n'ait pas existé plus tôt, c'est que elle plutôt, n'a pas de genre. Enfin, ou plutôt, elle se genre principalement au féminin, mais elle l'explique clairement qu'elle n'a pas encore choisi son genre, qu'elle sait pas si elle va en choisir un. Et en fait, ce truc-là, c'est pas juste pour nous balancer un personnage queer à la tronche parce que, oh là là, 2025, il faut être woke, il faut être à la mode, machin. Non, c'est hyper bien expliqué et c'est très juste. Et on s'étale pas dessus pendant 1000 ans en plus, donc c'est même pas un truc de regardez le personnage queer, je vous le donne en 1000. Non, c'est fait de manière très intelligente, très, très legit. Elle explique en fait, dans le monde des sirènes, on peut choisir sa couleur parce qu'elle explique en plus que sa perle est blanche. Donc apparemment elle a une perle, si j'ai bien compris. Mais en tout cas sa perle n'a pas encore de couleur qu'elle va choisir en grandissant. Et ça, rien que ça, le principe de je choisis ma personnalité en grandissant, je trouve ça trop bien. Donc je vais choisir ma couleur et je vais choisir mon genre. Juste, tu pourrais te dire mais pourquoi faire ça, enfin pourquoi aller là-dedans? Parce que dans l'océan, la plupart des espèces maritimes peuvent changer de sexe au cours de leur vie. Je répète, la plupart des espèces maritimes peuvent changer de sexe au cours de leur vie. Il y a même il y a un poisson, je crois qu'il n'y en a pas qu'un, mais il y en a un en tout cas, où lui c'est comme ça d'office. La première partie de sa vie, il est femelle, et la deuxième partie de sa vie, il est mâle.
Et genre, pour le coup, il choisit pas, c'est comme ça. Je sais plus quel poisson c'est. Mais voilà, il fait 50-50 sa vie femelle et 50-50 sa vie en mâle. Et ça, en fait, c'est tellement simplement et justement expliqué. Et tu fais oui. Oui, j'achète. Oui, j'achète. Puis c'est logique, en fait. Enfin, genre, je trouve ça tellement cool, le principe que le personnage puisse vraiment choisir, découvrir sa personnalité. Je trouve qu'en termes de développement de personnage, c'est ultra cool. Ensuite, il y a lui. Alors franchement, je me souviens même plus de son nom. Je sais juste que c'est le meilleur pote de Kurosuna, là. Donc, en fait, il faut sachez que je n'ai pas fini de lire Aqua. Enfin, en même temps, je sais même pas que si l'apparition est terminée, mais je suis restée au chapitre 12, en fait. J'ai jamais continué. Un jour, peut-être, pour ma culture personnelle, et aussi peut-être pour vous faire une vidéo d'analyse sur l'œuvre complète, je finirai de lire Aqua. Mais là, à l'heure actuelle, ça ne m'intéresse pas, vraiment. L'œuvre est trop problématique pour moi, je trouve. Et j'ai clairement pas envie de dépenser ma thune là-dedans. Enfin, ça c'est hors de question. Maintenant, chacune est libre d'aimer et d'acheter ce qu'il souhaite, mais moi, il est hors de question que ma thune aille dans une œuvre aussi problématique. Enfin, et toi, je te regarde très fort là quand je dis ça. Mais voilà, donc lui, je me souviens pas de qui il est au moment où je me suis arrêtée. Il a pas un rôle hyper important. Il laisse sous-entendre qu'il a des infos sur qui est vraiment Rukia, qui est vraiment Sango, qui est vraiment. En fait, il a l'air de savoir beaucoup de choses. S'il faut, c'est un Pantarasa. S'il faut, c'est le serviteur de Namu. Enfin voilà, s'il faut, c'est plein de choses et rien du tout à la fois. Mais pour l'instant, voilà, j'ai pas tellement d'infos sur lui, puis je m'en fiche un peu en fait. Namu, on va le mettre là aussi. Alors, il vaut quand même un peu mieux que Kurosuna. Hein. En fait, ouais. Ce qui m'embête, c'est que voilà, j'ai pas plus d'infos. Donc, en vrai, si je vais être honnête, je le mets là. J'ai pas plus d'infos, mais ça se voit que c'est un connard. Je suis désolée, ça se voit que c'est un connard. Les premières apparitions qu'il fait dans le manga, il fait trop sa star en mode. Ouais, non, mais c'est sûr que de toute façon, je vais conquérir Rukia, elle ne va pas avoir le choix, machin. Genre, il fait trop son prince. En même temps, il a raison, c'est un prince. Mais, enfin, il a vraiment une attitude de connard et ça se voit. Mais sa vraie première apparition, enfin, sa première apparition publique. Dans le manga, quand il va sauver Rukia, il fait mieux en Kurosuna en 2 pages que l'autre n'aura fait en quand même plusieurs chapitres. Et ça, quand même, ça mérite d'être au-dessus. Voilà. Toi là, tu m'as trahi. Tu m'as trahi. Je t'aimais si fort. Là, franchement, je serais prête à créer une catégorie spéciale. Juste en dessous. Rien que pour cette énorme merde. Mais lui, mais jamais de la vie. En fait, voilà. Je parlais de mon crush tout à l'heure, j'ai eu un crush dans Pichi Pichi Pitch et c'était pas au moment où j'ai découvert l'animé, c'était très récent et je m'en veux. Et bah c'était lui. Et en fait j'ai eu un crush sur lui parce que il ressemble vite fait de loin à un de mes OC, qui est même pas spécialement en lien avec Pichi Pichi Pitch, hein, j'invente des personnages en dehors de cette licence là même. Donc il lui ressemble un peu de loin. Il avait vite fait les mêmes traits de caractère au tout début dans les premiers chapitres où il apparaît, donc j'étais en mode oh waouh trop bien, je l'identifie à un personnage que j'aime bien, machin que j'ai créé, enfin forcément ça fait un peu prétentieux de dire j'aime bien le personnage que j'ai créé. Enfin, que j'ai pas créé, ceci dit, mais c'est mon OC quand même. Et ouais, en fait, je me suis attachée à ce personnage-là en grande partie pour ça. Et puis parce que, en fait, j'aimais bien la vibe qu'il dégageait en tant que méchant. J'étais là, genre, on a un méchant qui est genre vraiment méchant, qui a l'air d'avoir de vraies raisons. Bon, puis petit à petit, en fait, on avançait, puis on se rendait compte que c'était juste un fanboy de Gaito. J'étais un peu déçu. Et puis, il y a eu cette fameuse agression, parce que franchement, c'est une agression. Et je dirais même presque une agression sexuelle, de Laurent, ou Roland, parce que je sais pas comment il s'appelle en français, et j'ai pas envie de savoir, ça m'intéresse pas dans les deux cas, c'est un prénom de merde. Donc cet affreux personnage-là, qui a presque une trentaine d'années, je crois qu'il a 27 ou 28 ans en vrai, agresse un bébou de 17 ans. Voilà, même si j'aime pas Kurosuna, il méritait pas ça. Il l'a agressé, genre vraiment, encore une fois, je vais vous spoiler à quoi, hein, je vous ai prévenu. Il plaque, à un moment donné, il piège Kurosuna, il le plaque au sol, se frotte à lui et l'embrasse. En lui disant « Je te veux ». Genre, à quel moment c'est normal? Déjà, à quel moment c'est normal? Rien que ça. Et surtout quand tu rajoutes la notion de il y en a un qui a 17 ans, qui se fait agresser par celui qui a 27 ans. Arc. Genre non. Genre juste non. Et c'est précisément ça qui m'a fait rage quitte l'œuvre en fait, qui m'a fait arrêter de la traduire. Parce que oui, je m'étais amusée, embêtée, à traduire. Alors c'est c'est très prétentieux de ma part parce que franchement j'ai rien d'une traductrice, mais vas-y. Je traduisais la version anglaise qui était elle-même traduite par un fan du japonais. Enfin c'était très laborieux. Puis je suis vraiment pas une traductrice. Mais ouais, pour nos reviews, du coup, j'essayais de vaguement traduire Aqua. Et franchement, c'est ça qui m'a fait arrêter la traduction, entre autres. Mais non, mais vraiment, ces trucs-là, l'hypersexualisation qui transcende l'œuvre, hein, vraiment, dès le premier chapitre, hein, on sent qu'il y a un truc, déjà, on est face à des personnages qui ont 17 ans.
Donc tu sens que l'autrice, elle s'est un peu libérée sur le côté sexuel de la chose. Enfin, je revois la scène où Rukia se fait littéralement sucer la queue par Kurosuna. Je suis désolée, mais il n'y a pas d'autre manière de le dire. Bah pareil, Rukia qui s'est fait... Enfin, il y a tellement de plans aussi où Rukia est mise en scène comme si elle était dans un hentai. Enfin, c'est... Oh non quoi, stop. Et donc ça c'était le climax pour moi, l'agression du gars de 27 ans envers le bébou de 17 ans, et puis j'ai fait non, en fait, ça va pas être possible. Alors elle, je sais plus comment elle s'appelle, je sais juste qu'elle apparaît dans l'épisode Miss Calamité et que j'ai toujours détesté ce personnage, je trouve qu'elle sert à rien, je comprends pas son intérêt, et en plus c'est juste un personnage filler qui n'existe que dans la version animée. Ensuite, nous avons la petite méduse d'Anon qui est trop mignonne, voilà, je n'ai pas grand chose à lui reprocher, c'est une petite bébête, elle a rien demandé, elle est à la maniane, elle apparaît de temps en temps, moi je l'aime bien, qu'est-ce que vous voulez que je juge sa personnalité, c'est un petit animal de compagnie qu'on voit une fois de temps en temps, donc bon. Lui, je vais le mettre là. Comment il s'appelle? Makoto, je crois. Je sais plus. Je le mets dans mes chouchous, mais je me souviens plus comment il s'appelle. En fait, je le mets là parce que c'est mon chouchou des personnages filler. Parce que sinon, clairement, je le mettrais pas là. Je pense que je le mettrais, allez, vas-y, je le mettrais ici, en A. Parce que, ouais, c'est genre le meilleur personnage filler, je trouve, sincèrement. Et on en a déjà parlé dans de vieilles vidéos, pour le coup. Je crois que c'était dans les premières vidéos que j'ai faites sur la Porte du Paradis. J'en ai déjà parlé. Et on aime tous beaucoup ce personnage en règle générale sur la porte. Et ouais, meilleur personnage filler ever. Hyper plus intelligent que son cousin. Puis ouais, c'est un petit garçon, il est mignon. Enfin, l'épisode avec lui était vraiment cool, voilà. Meru. Et ben Meru, navré, mais voilà, on s'en fout un peu aussi. Non, franchement, Meru, j'ai... un peu insupportable avec Lucy, enfin même carrément insupportable avec Lucy. Elle a Dieu que pour Anon, mais elle se fait embobiner par Yuri, qui doit avoir à peu près le même âge qu'elle. Enfin bon. Après voilà, c'est une gamine, c'est un personnage filler. Je m'en fiche un peu, je la déteste pas, mais je l'aime pas. Voilà. Le gars sûr, Momo le dauphin rose. Voilà, je l'aime bien encore une fois, c'est un petit animal de compagnie qui est quand même vachement plus développé que la petite boule rose là. Dont je me souviens plus du nom. Mais non, Momo c'est un bon messager. Il est là dans chacune des saisons aussi. Enfin voilà, petit dauphin rose, c'est mignon, c'est sympa, on aime bien. Et puis pour finir, Monsieur Taki. Bon, Monsieur Taki. Oh, voilà. Monsieur Maki, pardon. Monsieur Maki, écoutez, il va être en mid. Hein, voilà, j'ai rien de spécial à dire sur lui. Si quand même un gros big up au fait qu'il aille défendre les filles quand elles se font emmerder dans son restaurant. Ça franchement c'est un bon patron. Ça c'est un très bon patron. Et puis voilà. Voilà la première tier list avec... Voilà la tier list avec les personnages du coup de Pitchy Pitchy Pitch. Alors ils sont pas tous là, hein, comme je l'ai dit au début, il y a certains fillers qui manquent. Je sais pas pourquoi en avoir mis certains et pas d'autres. Et puis, mais ce que je trouvais drôle là-dedans, c'est qu'ils ont mis des personnages d'Aqua et du coup, c'est quand même drôle de voir qu'il y a deux personnages d'Aqua qui sont quand même relativement hauts dans le classement. Hein. Tous les autres ils sont dans le bas, mais voilà. Bon bah en vrai c'est le générique quoi. Alors, comme ça un peu l'hymne de cette chaîne, ce serait trahir tout le monde que de le mettre trop bas. Mais, bon vas-y c'est pas non plus une chanson... Voilà, je vais quand même la mettre là, je vais la mettre en A parce que voilà, elle est pas... c'est pas une que j'adore extrêmement, mais c'est quand même... Genre c'est la musique que t'entends, tu fais ah, ça c'est Mermaid Melody, c'est bon. C'est quand même le générique qui, moi, me faisait plaisir à entendre quand j'étais gamine, donc bon, voilà, je m'enjaillais beaucoup dessus. Je m'enjaillais encore beaucoup dessus aujourd'hui. J'aime bien en faire des covers, je trouve que c'est intéressant d'aller découper les harmonies qu'il y a dedans. Enfin, vous avez bien vu hein, sur les covers qu'on a fait pour les 3 ans de la chaîne. C'était cette chanson-là. Bon, même si le cover... c'est pas le meilleur cover du monde, il y a plein de trucs qui vont pas, mais en fait comme on l'a fait avec plein de gens, des copains, tout ça, enfin, c'était vachement sympa, c'était hyper drôle à faire, moi je me suis éclatée dessus, c'est le principal. C'est une chanson entraînante, mais voilà, j'irai pas la mettre en S non plus, faut pas déconner. Legend of Mermaid. Alors je suis désolée, je vais la mettre ici. C'est pas que je déteste cette chanson, c'est pas ça, c'est juste que c'est la chanson que j'ai trop entendue. Donc à force elle me sort un peu par les oreilles. Après, rares sont les fois où je m'enjaille vraiment dessus, mais quand je décide de l'écouter pour de vrai et que... Enfin, vraiment, y a pas de souci. De manière générale, de toute façon, il y a pas tellement de chansons que je déteste. Juste, à un moment donné, il va bien falloir de quoi remplir cette catégorie, donc... Comme je sais qu'elle risque de pas être très exploitée, je vais quand même mettre celle-là ici, parce que c'est une de celles, quand même, où... Voilà, quoi. Il y en a d'autres que je surkiffe. Legend of Mermaid, c'est un peu la basique que tout le monde entend encore et encore et encore, donc bon, voilà. Daiji Natakara Bako. Je crois que le titre n'est pas complet. Dans mes souvenirs, il était plus long que ça. Ça doit être le premier ending
De toute manière, soit je vais me mettre à chanter dans cette tier list pour vous dire de quoi je parle, soit je mettrai des extraits rapides de la musique si j'ai pas trop la flemme. Mais ça, c'est le premier ending que tout le monde connaît de la saison 1. Je l'aime bien. C'est pareil. En fait, même vibe que celui-là. Hein. Genre juste là, c'est l'ending quoi. Kawa Nandaro. Alors, je vais la mettre là. Voilà. Parce que c'est une chanson. Comment dire? Je la porte pas particulièrement dans mon cœur. Il y a une grosse période où j'étais au collège où je ne chantais que ça. Genre vraiment. Mais je pense que c'est parce que c'était la chanson de Lucie et que j'aimais beaucoup Lucie au collège. Parce que comme toutes les gamines au collège, j'avais pas de personnalité. Du coup, forcément, mon personnage préféré, c'était la principale en rose. Avant de découvrir cette perle-là en violet. Je parle pas de la chanson, je parle vraiment de la princesse sirène. Mais ouais. Bah, en vrai, je trouve que c'est pas une des chansons Mermaid Melody qui est la mieux faite. Et j'ai l'impression, mais peut-être que ça c'est mon côté un peu vieille conne. J'ai l'impression que plus je l'entends, plus je la trouve un peu cringe. C'est un gros mot de dire ça parce que c'est un peu fort, mais il y a un truc un peu de... je sais pas si c'est le côté genre le rythme ou ce que raconte la chanson. Enfin, je veux dire, en français, c'est une des plus kitsch, je trouve. Autant, on va pas se mentir, la plupart des chansons de Mermaid Melody, si ce n'est la totalité des chansons de Mermaid Melody, sont quand même vachement kitsch. Mais celle-là, c'est la pire, quoi. En termes de kitscherie, on se place là. Donc ouais, c'est pas celle que je préfère le plus. Alors Everblue, j'aurais pu la mettre ici. Hein. Franchement, Everblue, elle est très très cool. Mais je la mettrai pas là parce que il y a la deuxième chanson d'Anon, Mitsuhiro no Senritsu, avec mon accent japonais terrible, que je surkiffe à mort. Et en fait, ça m'embête de mettre les deux chansons d'Anon ici, d'autant plus que pour le coup, Everblue, je la préfère un peu moins vraiment à Mitsuhiro, donc ça me semble logique de la mettre là. Mais elle est très très cool, que ce soit en français ou en japonais, elle est hyper entraînante. C'est, je trouve, la chanson de la princesse sirène, quoi. La chanson de la mère de la princesse sirène. Enfin, en même temps, Everblue, enfin genre... Vraiment, on est sur un 10 sur 10 en termes de thématique. Star Jewel. Pour le coup, celle-là, je l'aime beaucoup. Après, est-ce que je la mets en S? Bah, ça... En vrai, je la mettrais entre un S et un A, mais vas-y. Non, je vais la mettre à côté d'Everblue parce qu'en vrai, en termes de hype, pour moi, à titre perso, les deux me provoquent la même chose. Pas pour les mêmes raisons, hein, voilà, je trouve que le style de Star Jewel, pardon, elle est assez différente des autres. Il y a un côté un peu plus rock, et du coup, j'aime bien. Et puis le solo de Rina, là, avec sa voix un peu posée, qu'est-ce que j'aime ça. Super Love Song, je suis désolée, je vais la mettre là, j'en peux plus. Celle-là, pour le coup, j'en peux vraiment plus non plus. C'est pas que je l'ai trop entendue, mais c'est que pour le coup, je l'aime vraiment pas trop, celle-là de base. C'est un peu cringe comme Kawa Nandaro. Encore une fois, le mot est fort, je veux pas dire cringe, mais j'arrive pas à l'expliquer autrement. Enfin, je veux dire, à un moment, lumière d'étoiles, tu éclaires notre terre. Ouais, merci. je sais que c'est un peu facile parce que la plupart des chansons, encore une fois, sont kitsch. Mais là, ouais, voilà. Et puis, c'est pas une des plus intéressantes, que ce soit en termes de rythme, en termes de voix. Il y a vachement mieux, quoi. Splash Dream. Pour le coup, je vais la mettre là, voilà, elle est sympa. Mais sans plus. Elle est quand même largement au-dessus de Kawa Nandaro, on va pas se mentir. Hein. Vraiment, pour moi, il y a un gap entre les deux là, je suis désolée. Puis en plus, j'en ai fait un cover avec Mario et franchement, on était vachement fiers de ce cover. Alors, aujourd'hui, je sais pas si je l'ai pas réécouté depuis longtemps, je sais pas si je le réécoute aujourd'hui, est-ce que je dirais que j'en suis toujours fière, mais en tout cas, à l'époque, quand on l'a fait, on s'était vachement amusé. Puis c'était un grand plaisir de faire un cover avec mon petit frère de cœur. Alors, je vais pas dire le nom en japonais parce que déjà je vais pas savoir le dire, mais en plus de ça, elle a un nom beaucoup plus simple, c'est Voice in the Dark, qui parlera beaucoup plus aux gens. Et pour le coup, voilà. Ah, je suis désolée, c'est une de mes chansons de mes chants préférées. Enfin, alors que en vrai, en français, les paroles sont un peu, elles sont un peu faciles, quoi. Affreuse de voix, horrible chanson. Enfin, il y a mieux, mais en vrai, de vrai, c'est pas si pire. Et non, le rythme est très cool. Les deux voix des Black Beauty Sisters, de manière générale, j'aime beaucoup la manière dont elles sont arrangées, dont ça s'harmonise. Non, j'aime vraiment beaucoup cette chanson. Kizuna, c'est une de mes chansons favorites all time de Peachy Peachy Peach. Je sais pas pourquoi en vrai, mais je trouve que Kizuna et Kodou ont une vibe très très proche. Et pourtant, moi perso, dans mon cœur, Kizuna est vachement au-dessus de Kodou. Pourquoi, j'en sais rien. Vraiment, je sais pas du tout. Mais je trouve que c'est une chanson qui a plus d'impact que Kodou, encore une fois. Ce qui est bizarre parce que c'est quand même celle-là quoi, qui termine la saison 1, mais pour moi, celle-là, elle a beaucoup plus d'impact. C'est une chanson, tu sens qu'elles veulent se battre, quoi, les meufs.
Je l'aime beaucoup, que ce soit en japonais ou en français. Pour les coups, ouais, c'est pas mal. Pour les coups, je connais les deux par cœur. Ouais, non, c'est une de mes chansons préférées ever de Pitty Pitty Pitch. Rainbow Notes, que nous n'avons pas en français, qu'on n'a jamais eu dans l'animé VF, qui n'existe que dans l'animé VO. C'est... Je sais plus si c'est un ending ou un opening. En vrai, je m'en fiche un peu. Genre, je l'aime bien. D'ailleurs, j'ai commencé à essayer de la traduire. Parce qu'à une époque, je voulais en faire un cover en français. Faudrait peut-être que je termine ça. Parce que en vrai, j'étais pas trop déçue de ce que ça donnait, mon début de traduction. Donc il faudrait que je reprenne ça. Mais bon, sans plus, quoi. Je veux dire, je suis pas triste de savoir qu'on est passé à côté de ça en français, quoi. Je vais m'en remettre. Mais elle est sympa. Yume no Sonosakie, c'est pareil, je l'aime beaucoup. Mais je vais pas la mettre au même niveau que Kizuna, même si franchement on n'est pas très loin. En vrai, pareil, je pourrais la mettre entre les deux catégories là. Et c'est A. Yume no Sonosakie, ce qui me fait beaucoup rire avec cette chanson, c'est que c'est quand même celle-là qui clôt dans le manga papier l'arc contre Gaito. C'est pas Kodou qui est chanté à la fin du combat contre Gaito, c'est celle-là, c'est Yume no Sonosakie. Ouais, je trouve qu'elle est toute mimi en fait. Elle est très douce, je l'aime beaucoup. Sekaide Ichiban Ayaku Asa ga Kuru Basho. Ah mais ouais, donc ça c'est un des endings qu'on a trop peu entendu en français. Elle est vraiment très cool cette chanson. Vraiment, si tu veux une chanson berceuse pitchy pitchy pitch. Ah, elle est trop bien celle-là. Celle-là elle est vraiment trop bien. Et pareil, les harmonies qu'il y a dans cette chanson, ça m'éclate. Enfin, vraiment les harmonies en règle générale, ça m'éclate. Celle qu'il y a dans cette chanson, je les trouve trop cool. Faut pas croire, hein, elle est compliquée à chanter. J'en ai jamais fait de cover officiellement, j'ai jamais sorti enfin, je crois pas avoir sorti de cover sur YouTube. J'ai essayé d'en faire de mon côté, en vrai, c'est pas si simple. Mais j'ai trop envie d'en faire un vrai cover un jour que je sors. Aurora no kaze ni no te. En vrai de vrai, j'aime bien la chanson en soi. Non, je vais la mettre là. Voilà. Elle est mid. Je l'aime beaucoup. En VO, elle est assez cool. En VF, ce qui est dommage, c'est qu'il y a vraiment que un couplet et un refrain de traduit. Et du coup, c'est quand même une chanson qui, à la base, dure 4 minutes. Donc c'est 4 minutes en français qui se répètent jusqu'à la fin. Donc c'est un peu dommage. Ça vaudrait le coup de terminer la traduction et un jour peut-être on doit en faire un cover de la vraie traduction de cette chanson. Je pense que ça pourrait être intéressant. D'autant plus que dans la VO, il me semble que la chanson parle vraiment du lien qu'imagine Karen avec sa sœur. Enfin, genre, quand elle parle de retrouver les traces de quelqu'un ou qu'elle est liée avec quelqu'un, elle parle de sa sœur en fait. Enfin, je crois que dans la VO, il y a un truc qui fait qu'on comprend que c'est de sa sœur qu'elle parle. Donc voilà, la chanson est très cool. C'est pas une de mes préférées, mais j'ai rien à lui reprocher, franchement, à part la prestation vocale de la chanteuse, que ce soit en VO ou en VF. Bon, et encore, franchement, sur cette chanson-là, les voice acteurs enfin, les voice actrices plutôt, de Karen se sont pas trop loupés sur cette chanson, c'est plutôt sur Legend of Mermaid qu'elles se sont loupées. Return to the Sea. Voilà, alors autant je déteste ça, autant j'adore sa chanson. Je crois que je l'ai déjà dit, mais pour Pitchy Pitchy Pitch, à l'échelle de Pitchy Pitchy Pitch, la chanson de Sarah, c'est quand même un petit bijou de construction poétique, dans le sens où elle est remplie de métaphores partout, et surtout ce que j'aime beaucoup, c'est le lien qu'il y a entre un conte de fées qui devient une tragédie. Et ça, mon Dieu, j'adore. J'adore. Non, puis même, je me souviens que quand j'étais gamine et que j'avais découvert l'animé, genre, on en a parlé pendant des semaines de cette chanson avec mes copines à l'école. C'est genre l'apparition de Sarah quand elle chante sur le toit du concert de Taro avec sa superbe voix, parce que quand même, elle a une voix quand même qui est d'enfer. Oh mon Dieu, vraiment, vraiment, je me souviens qu'on en parlait beaucoup avec mes copines au collège. Et puis voilà, comme dit, c'est une des chansons que je trouve la mieux construite de Pitchy Pitchy Pitch. Kodou qui a été faite en 2 fois, je sais pas pourquoi. Pour le coup, je vais la mettre là. Voilà, je l'aime bien, elle est entraînante, mais elle est en dessous de Kizuna, comme je le disais tout à l'heure. Et je vais pas m'étendre plus. Legend of Mermaid qui est de retour, encore une fois, non. Ah oui, mais alors là, d'accord, en fait, c'est la version avec les 7. Bah, je suis désolée, hein, que ce soit la version 7 ou la version 3 voix, voilà, la chanson en soi, j'en ai un peu marre. Before the Moment. Ça, c'est pareil, c'est un opening qu'on n'a pas eu en français.
Honnêtement, je préfère quand même un peu l'opening à cet ending. De mémoire, c'est la même voix en plus hein, qui chante ces deux-là. Non mais vas-y, tu sais quoi? Je l'aime un peu plus quand même, j'aime un peu plus le rythme. Et pour le coup, pareil, celle-là, j'avais commencé, je crois, à la traduire. Pareil, il faudrait que je finisse un jour. Ainondo, elle, je l'aime bien. Genre vraiment, je saurais pas expliquer pourquoi, genre juste, je l'aime bien. En plus, pour le coup, c'est les trois princesses qui la chantent. Autant ces deux-là, c'est chanté par, je crois qu'elle s'appelle Rika, la meuf, mais c'est pas une des princesses sirènes, du coup, c'est pas une des voix des princesses sirènes. Là, c'est les trois là qui chantent. Et je l'aime bien, voilà, j'ai pas plus d'explications que ça. Yami no Baroque, je vais la mettre là. Parce que de toute façon, je pourrais pas la mettre plus bas parce qu'encore une fois, les voix des Black Beauty Sisters, my god, que ce soit en français ou en VO, vraiment, puis les harmonies, tout ça, enfin, je suis conquise. Par contre, en vrai de vrai, la version française de cette chanson m'a beaucoup refroidi. Parce que les paroles, quoi, mon dieu. Mon dieu, ça veut rien dire, c'est affreux. Mais sinon, en vrai, la chanson est très cool, mais du coup, comme j'étais beaucoup refroidie par cette VF, je peux pas la mettre plus haut. On a encore Kodohu, décidément, ça fait 3 fois, mais cette fois-ci, c'est la version trio. Ah, écoutez, hein, moi, la version trio ou pas, pour moi, elles sont au même niveau. C'est-à-dire qu'en VF, on fait pas tellement la différence. En vrai de vrai, voilà, je vais être honnête. Je vais mettre là, parce qu'en VO, on sent qu'il y a une différence entre les deux. Donc clairement, quand il y a les 7 là en VO, c'est génial. Maintenant, en français, c'est le même niveau, ça change pas. Enfin, malheureusement, en français, on a été punis, on n'a pas eu le droit à une version à 7 voix. Ankoku no Tsubasa. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, j'en doute et je m'en fiche un peu. J'aime bien sa chanson, comme je disais tout à l'heure. Alors, pareil, j'aime beaucoup sa chanson, mais je vais pas la mettre plus haut parce que j'ai été très refroidie par la version française. La plupart des versions françaises des chansons de Pure ont été quand même relativement massacrées. J'allais dire mal traduite, mais en fait c'est massacré qui est ressorti. Mais en vrai, la chanson, elle tue. Enfin, la musique, elle tue. Le style de Lady Bat, ça tue. Ça dénote un peu du reste, d'ailleurs, des musiques de Pity Pity Pitch. Hein. J'adore, mais je peux pas la mettre plus haut à cause de la VF qui est terrible. Mitsuhiro, qui, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, est ma chanson d'Anon préférée et l'une de mes chansons préférées de Pity Pity Pitch, par-dessus le marché. J'adore tout. Pour le coup, là, c'est une VF qui a été plutôt réussie, tant dans la traduction que dans le chant. Les harmonies qu'il y a dedans, elles sont pas nombreuses, mais en vrai, elles sont très cool. J'aime beaucoup, ça intervient à un certain moment, et je trouve que ça donne une autre dimension sur la deuxième partie de la chanson, j'adore. Puis voilà, quoi. Enfin, les chansons d'Anon, en règle générale, sont quand même très très cool, quoi. Même si je porte pas particulièrement ce personnage dans mon cœur. Piece of Love. Bon, moi, elle m'emmerde un peu, celle-là. Elle est jolie, elle est mimi et tout, mais... Bon, voilà quoi, tu l'as entendue une fois, c'est bon, Puis elle, pour le coup, elle dure pas longtemps, puis comme en plus c'est en lien avec l'espèce d'histoire chelou de Masahiro et Irina que moi je me fous complètement, enfin bon, voilà. Non, je pense que là, elle est très bien, parce que c'est pas non plus une chanson terrible, enfin je veux dire, elle est mimi et tout, c'est basique quoi. Anna to Show Serenade, que je vais mettre ici, parce que pareil, c'est une de mes chansons de méchants favoris. Et vous remarquerez quand même que dans mon top, j'ai 3 chansons de méchants, hein. Je veux pas dire, mais les méchantes, vous avez la classe. Non, pour le coup, je l'aime beaucoup. Pareil, le style, la VF, franchement, ça va. Je trouve que c'est une des chansons les mieux traduites aussi. J'aime beaucoup la chanter, en fait. Je saurais pas expliquer pourquoi, genre juste elle m'a piqué, celle-là. Ensuite, Mother Symphony. Ah, Mother Symphony, où est-ce que je la mets? Mother Symphony, pour moi, si je devais la comparer à ce que j'ai déjà placé, genre elle serait clairement au-dessus de Kodohu, mais elle est en dessous de genre Kizuna. Voilà, il faudrait que j'invente une autre catégorie là. Donc bon bah je vais la mettre là, hein. Je vais la mettre en A. Mais elle est très très cool, Mother Symphony. Elle est extrêmement cool, je l'aime beaucoup. Pareil, c'est une des chansons qui en français est plutôt bien... Ça va, il y a mieux, mais franchement ça va. Beautiful Wish. Beautiful Wish. En fait, je me rends compte que je suis en train de confondre Beautiful Wish avec Birth of Love. Et du coup, je n'arrive plus à savoir laquelle des deux. Beautiful Wish, je crois que c'est celle un peu berceuse de Seira. On va se baser là-dessus, puis si je me trompe, je rectifierai au montage. Hein. Je vais m'aimer. Beautiful Wish, pour le coup, pareil, je pourrais pas la mettre plus haut que ça. Parce que la VF, quoi. Et puis, vous savez quoi, je vais même la mettre là. Je l'aime bien, elle est mimi en vrai, elle est très mimi. Mais c'est pas... Je m'en fiche un peu en fait de Beautiful Wish. C'est-à-dire que Birth of Love, pour le coup, je l'aime vraiment beaucoup. Pareil, la VF fait que je pourrais pas la mettre très très haut, mais... Non, je dis des bêtises. Birth of Love, en vrai, en français, ça passe.
The Beautiful Wish, par contre, mon ami, mon frère, mon amour, non, juste non, j'aime pas, je trouve ça pas beau, je saurais pas dire pourquoi j'aime pas, je trouve que c'est pas beau à dire, c'est pas beau à chanter en fait. Mais après la chanson en elle-même, en VO, elle est géniale. Donc ouais, non, je vais quand même la mettre là. Mais en fait je peux pas la mettre plus haut parce qu'il y a cette putain de VF. Star Melo Melo Heart. De manière générale, les chansons de Harara, c'est pas ouf. Hein. C'est vraiment c'est quoi. Ouais, bon, non. Voilà, ça vous donne une idée de ce que j'en pense, hein, je sais même pas quoi argumenter. Legend of Mermaid by Hippo. Je sais même pas pourquoi ils l'ont mise. Mon dieu, c'est affreux, ça il faut pas faire ça. Non, tu sais quoi? C'est drôle. C'est drôle, ça mérite de pas être dans le bas de la liste. Nanatsu no Umi no Monogatari, celle-là. Celle-là, elle est très très cool. Pour moi, elle est au même niveau que Kizuna. Vraiment. Je l'aime beaucoup. Je la connais aussi par cœur en français et en VO. Oui, je flex. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Celle-là, mon dieu. Non, tu sais quoi, elle est drôle aussi. Non, mais en vrai, voilà. Elle a juste le mérite d'être drôle. Et vous savez même... C'est affreux ce que je veux dire, mais vous savez même pourquoi je la trouve drôle, cette chanson. Bon, déjà parce que c'est clairement une chanson parodique de meuf de J-pop, et du coup, sur le principe, c'est drôle. Mais ce qui m'a le plus fait rire dans cette chanson, c'est même pas les paroles ou la chanson en elle-même, c'est le clip. Je vous jure, je parlais d'hypersexualisation tout à l'heure dans les personnages dans Aqua, mais il y avait déjà une grosse part d'hypersexualisation dans Pitchy Pitchy Pitch de base, hein, c'est pas un secret. Mais genre, allez voir, re-regarder entre guillemets, le clip de Oye de Harara. Regardez ses boobs, s'il vous plaît. Quand elle est dans son espèce de tenue de lycéenne japonaise qui fait du sport là, et qu'elle saute dans tous les sens. Mon dieu, je crois que le budget d'animation est parti dans ses boobs. C'est dingue, hein. Et voilà, du coup, je la trouve drôle aussi en partie pour ça. Tsubasa wo Daite, pardon. En fait, c'est pas spécialement là que je voulais la mettre, mais ok, elle s'est mise là. En fait, je trouve que ces deux chansons-là, bah forcément, elles vont ensemble. Hein. C'est un peu un pack pour moi, donc elles vont aller quasiment au même niveau. Non, en vrai, je ne peux pas les mettre au même niveau que la chanson de Lady Bat, que Aurora no Kazeni no Te. Je peux pas, c'est pas possible, c'est en dessous. Kodowu, pareil, enfin je peux pas mettre ça au-dessus de Kodowu, donc je vais mettre ces deux là parce que pour moi elles vont ensemble, forcément, hein, c'est le même thème, ça se rejoint à un moment donné. Même en VO d'ailleurs, c'est carrément, il y a tout un couplet où c'est les mêmes paroles. Nous en français, je crois qu'il y a quelques phrases où c'est les mêmes paroles, mais du coup, c'est pas aussi bien construit en français les paroles qu'en VO. Et pour le coup, ça, ces deux chansons-là, elles ont beaucoup empathie par la traduction française. Ouais, elles sont bien. Ashitaga Miem Nakute, c'est une des chansons qui me fait le plus pleurer premier degré de Pitchy Pitchy Pitch. Parce que, encore une fois, on peut ne pas porter Mikaru dans son cœur. Cette chanson-là, que ce soit en français ou en VO, c'est tout ce qui fait que tu comprends pourquoi Mikaru, elle est comme ça, quoi. Enfin, putain, elle est terriblement seule, cette nana. C'est un truc de fou. Et donc Birth of Love, qui est l'autre chanson de Serra, que pour le coup, je trouve un petit peu mieux que Beautiful Wish. Même dans le rythme, tout ça, enfin, le côté berceuse, moi, ça a tendance à... Suivant comment c'est fait, ça a tendance à un peu m'emmerder, déjà. Et donc Birth of Love est beaucoup moins dans ce registre-là. Et puis, donc le rythme, les paroles en français sont quand même beaucoup moins cringe que Beautiful Wish. Donc ouais, voilà. Puis c'est quand même sur cette chanson-là que Serra renaît. Enfin, en même temps, c'est un peu... Faut lire le titre. Legend of Mermaid by Sarah, pardon. Oh, je me souviens même pas. Pour vous dire, hein, je me souviens même pas. Donc, on va les mettre là. Ah mais attendez, là je vois qu'ils ont même mis les chansons qui ont été faites je crois que c'était en 2020 là pour le concours. Ah trop bien. Pardon, il y a la dernière, il y a Kibo no Kaneoto. Et je vais la mettre là. Je vais la mettre là parce que pour moi c'est très personnel. C'est très très personnel. Mais je préfère beaucoup plus Nanairo Monogatari ou Kizuna. Je saurais pas l'expliquer pourquoi ces deux chansons là m'ont beaucoup plus piqué que Kibo no Kaneoto. Et pourtant, c'est une super chanson. C'est une bête de chanson. C'est génial que la série se termine sur cette chanson. Genre vraiment, elle est géniale. Ce que ça raconte, c'est très 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 bien foutu.
en VF ça aurait pu être un peu mieux fait, mais vas-y, c'est pas catastrophique non plus. Les harmonies, poids. Enfin, en vrai, non, j'abuse parce qu'il n'y en a pas tant que ça des harmonies, mais en fait elles sont très bien placées, et non, mais toute la chanson est très bien construite pour le coup. Et j'en avais déjà parlé dans une vidéo où j'ai parlé justement des musiques de Mermaid Melody. Mais elle aussi elle est bien construite, pas sur les paroles, mais sur un plan musical. En fait, si vous faites attention, vous allez entendre un peu comme un air des berceuses de Brahms. Voilà, le la 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 la. Ce truc là, on l'entend en fait dans la musique. Enfin, moi en tout cas, quand je l'écoute, je ne peux pas entendre autre chose que ça. Mais de toute façon, je vous invite à aller voir la vidéo dans laquelle j'en parle, parce que pour le coup, je mets les deux musiques en parallèle, et en fait, ça aide vraiment à se rendre compte ce que j'essaie d'expliquer. Là-dessus, je trouve que c'est un putain de coup de génie, parce que littéralement, elles sont en train de chanter une berceuse à Michel pour l'apaiser. Et je trouve ça génial. C'est trop bien. Donc voilà, cette chanson est très très cool. Mais à titre perso, je n'ai pas été autant piquée par Kibo no Kaneoto que par toutes les chansons qui sont là d'ailleurs. Voilà. Mais ça c'est très très personnel. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise chanson. Ça veut pas dire qu'elle est moins bien que les autres. C'est mon classement à moi, ok. Nanairo Memory. Alors, c'est super d'avoir mis ces chansons-là. Le truc c'est que sur les 5 déjà, j'en ai écouté que 3. Et sur les 3, je m'en souviens vraiment que de 2. Donc ce que je vous propose, c'est que je prenne les 2 dont je me souvienne vraiment, parce que sinon ça va pas être juste, quoi. Je vais pas classer les autres en D parce que basiquement je les connais pas. Nanairo Memory, je l'ai traduite en français, donc je l'aime quand même un peu beaucoup. Maintenant, voilà quoi, hein. Je vais pas la mettre plus haut, parce que pour moi c'est trop différent. En fait, c'est génial d'avoir fait un concours de chansons comme ça. Nous, ça a fait revivre la communauté et le lore de Pitchy Pitchy Pitch, hein. Moi je trouve ça génial. Mais ça dénote trop du reste de l'œuvre. Enfin, ça n'a rien à voir forcément. Enfin, déjà, c'est sorti presque 20 ans après. C'est pas du tout les mêmes chanteurs, les chanteuses. C'est pas du tout le même style musical. C'était plus un concours en plus pour faire de la pub pour l'œuvre qu'autre chose. C'est pas. Alors, j'allais dire, c'est pas pour faire des chansons pour les princesses sirènes. Je suis un peu en train de mentir parce que Nanairo Memory, comme c'est la chanson qui a gagné le concours, c'est le grand prix du concours. Cette chanson-là est reprise dans Aqua comme chanson signature de Rukia. C'est pas mal comme idée, après bon, voilà, comme Rukia, d'ailleurs c'est pas un personnage que j'apprécie particulièrement, d'ailleurs je l'ai placé aussi en B tout à l'heure, bon bah voilà, sa chanson sera en B, c'est très bien aussi. Et donc la deuxième dont je me souviens c'est Blue Resonance. Et Blue Resonance, elle est très cool je trouve, mais moi j'arrive pas à... Encore une fois c'est très très perso, je trouve que la chanson est premier degré très cool, allez l'écouter, elle est vraiment très très bien. Mais moi ça me touche pas. Alors c'est peut-être parce que... Enfin je sais pas. Peut-être il faudrait que je la traduise pour que ça me touche. Parce que j'avoue que j'ai pas eu la curiosité d'aller voir de quoi ça parlait. Le style est très, très sympa, la voix est très cool. Mais ça me touche pas. Et voilà du coup pour mon petit classement des musiques de Pitchy Pitchy Pitch. Donc pour finir, je vous propose de faire... une petite tier list autour de la performance vocale des personnages. Voilà, je trouvais que ce principe-là était très drôle, puis juste après les chansons, en plus ça va être raccord. Encore une fois, je vais me baser sur la VF et la VO, et je vais essayer de faire un mixte des deux dans mes arguments. Et pour une fois, on va pas commencer avec les personnages principaux, on va commencer avec Lady Bat. Alors Lady Bat, en vrai, j'ai rien de spécial à reprocher à sa voix. Genre que ce soit en VO ou en VF. C'est les voix c'est les voix de dames qui chantent un peu dans les graves, qui me font un peu... oulala. En règle générale, je suis très facile avec les voix féminines. Voilà, il faut le savoir. Que ce soit des madames qui chantent très dans les aigus ou très dans les graves, moi ça me touche. Quand c'est un peu médium, c'est pas que ça m'emmerde, mais ça me touche moins. Bon, Lady Bat, quand tu veux, ma chérie. Non mais c'est vrai quoi, sa voix est très très cool, puis encore une fois ça va avec son univers, sa musique qui est très classe, j'aime beaucoup. Mimi pour le coup je préfère sa voix à celle de Chichi. Je saurais pas l'expliquer, genre juste... mais après c'est pareil, Chichi, Mimi c'est un tout, ça va ensemble quoi. Mais voilà, s'il fallait en choisir une des deux, ouais Mimi. Pif. Ouais si, je vais la mettre au même niveau que Lady Bat quand même. Mais en vrai de vrai... ouais, hein. Ouais.
laissons-la là pour l'instant, puis si je change d'avis à un moment donné, voilà. Noël, ça va être compliqué pour moi de juger Noël puisque j'ai un peu entendu sa voix en VO, mais en VF, elle n'a pas de voix chantée. Ou alors sur vraiment 3 mots, quoi. Donc c'est clairement pas suffisant pour juger. Voilà, du coup je vais la mettre ici parce qu'en vrai, en VO, sa voix est franchement très respectable. Mais voilà, j'ai pas grand chose à dire sur sa voix. Arara, en français, je ne supporte pas sa voix. En VO, bah ça va quoi, mais voilà quoi. Non, désolé Arara. Tu vas retourner à l'état de poisson. La noix, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai pas d'argument. J'aime beaucoup, que ce soit en VO ou en VF. En fait, on est sur le même genre de mood que pour Lady Bat. Je veux dire en termes de ressenti pour moi. Mais rien à voir, hein. Clairement on peut pas on ne peut pas comparer la voix de Lady Bat à la voix de la noix, mais ouais, pour moi c'est le même genre de sentiment. Rina, Rina j'aurais presque tendance à la mettre ici. En fait, elle a une voix grave. Déjà, ça aide. Du coup, elle est très présente sur les harmonies de la plupart des chansons des princesses. Et ça, j'adore. J'aime beaucoup faire les parties de Rina quand je fais des covers des chansons de Pity Pity Peach. Maintenant, dire que c'est ma voix de princesse sirène préférée, je sais pas. Franchement, mais elle est vraiment cool, ça va. Enfin, même sur ses chansons signature. Enfin, je disais tout à l'heure, Star Jewel, les solos de Rina, c'est une pépite. Bah ouais quoi, enfin. Et ça, que ce soit en VO ou en VF. Limite d'ailleurs, je préfère ses chansons signatures en VF en termes de voix. Serra, elle a une voix que j'aime beaucoup. C'est très doux, c'est très lumineux, c'est très aigu, j'aime beaucoup. Vraiment j'aime bien. En plus en VF, elle a une voix qu'on entend assez souvent dans les dessins animés. Je vais pas me souvenir du nom de l'actrice, mais d'ailleurs c'est la voix parlée de Noël en français, et du coup c'est la voix chantée de Serra en français, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, non, j'aime beaucoup sa voix. Karen. Sur les chansons, hein, je suis désolée, mais Karen... Pour la blague, j'ai envie de te mettre au-dessus d'Arara, parce que Arara, pour le coup, elle m'insupporte vraiment. Karen, c'est surtout sur Legend of Mermaid. En fait, il faut pas la laisser chanter toute seule sur Legend of Mermaid. Mais ce serait malhonnête de ma part de pas la mettre là, quoi. Enfin, je suis désolée, hein, mais sur toutes les performances vocales, s'il y en a une sur laquelle Pity Pity Peach s'est loupée, c'est elle. Hein. Et ça me bute de l'admettre. Anon, en français, sa voix, je la mets là. En VO, je la mets là. Du coup, je vais la mettre là. Non, parce que j'aime beaucoup, forcément, Mélanie Dermont, hein, en français. C'est un monument, cette femme. Et très très cool. Et les chansons, mon dieu. Ces chansons sont très cool en plus. Enfin, je veux dire, à Anon, voilà, on en a parlé tout à l'heure. Maintenant, vas-y, je vais pas mettre tout le monde en superstar. Et ouais. Ouais, en fait, je peux pas me permettre de la mettre ici, alors que j'ai dit que ces deux-là, je kiffais autant leur voix française que leur voix japonaise, alors que Anon vient de dire j'aime un peu moins la VO. Donc non, Anon, je vais la mettre là, c'est une juste place, je trouve. Hippo, bon bah pour la blague, mais voilà. Non mais vous savez quoi? Pour la blague, parce que c'est drôle. Non, sérieusement, je peux décemment pas mettre Hippo au-dessus de Karen. Il y a un moment donné, je veux bien admettre que Karen, elle s'est loupée sur les Legend of Mermaid. Je ne peux décemment pas dire qu'Hippo chante mieux que Karen sur toute la ligne, c'est pas vrai. Sarah, on en a parlé tout à l'heure. Une voix iconique. Quand j'étais gamine, on ne parlait que de sa voix. Donc ce serait mentir que de la mettre plus bas. Et en vrai, même en VO, je trouve que sa voix n'a rien à voir en VO qu'en VF. Et c'est un truc qui me fascine, parce que dans les deux cas, ça rend un truc très très cool et très très juste. Mais ça n'a rien à voir. Mikaru, pas grand intérêt. Que ce soit en VO ou en VF, pour le coup... Il n'y a pas de performance particulière notable. Elle chante ni mal ni bien. C'est genre juste quelqu'un qui chante dans son salon, quoi. C'est... Voilà. Coco, c'est pareil. Je vais la mettre au même niveau que Noël pour les mêmes raisons. C'est que, pour le coup, en français, on a entendu sa voix chanter sur littéralement 2 mots. Et en japonais, sur quelques... Si, sur Kodowu et sur Legend of Mermaid, on peut l'entendre un peu plus. Mais c'est compliqué de juger des voix, quoi.
Fifi, comme j'ai dit tout à l'heure, je la mets un peu en dessous de Mimi. C'est pas que j'aime pas sa voix, d'ailleurs, si je l'aimais pas, elle serait là. Mais non, là, elle est idol, elle est au niveau idol, voilà. Elle chante bien, maintenant, c'est pas une voix qui vient, moi, particulièrement me toucher. Et pour finir, Lucie. D'ailleurs, c'est bizarre, ils ont pas mis... Ils ont pas mis Michel, ils auraient pu. Lucie, donc, que je mets aussi dans mes voix préférées, parce que là encore, que ce soit en VO ou en VF, je l'aime beaucoup. Et je trouve, je sais pas pour vous, mais je trouve que ils ont trouvé une superbe contrepartie en VF. Je veux dire, en fait, la voix originale de Lucie, je trouve qu'elle a un truc hyper particulier. C'est difficile, hein, je trouve, de trouver des nuances dans les VO japonaises. Attention, c'est... Oh là je suis pas raciste. Je suis pas en train Enfin, j'essaie... Mon dieu, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de m'enfoncer, là. Cassasse, reprends-toi. Non mais, au-delà de mon biais raciste banalisé, je suis désolée, je trouve qu'à titre perso, mais je sais très bien que c'est parce que mon oreille n'est pas habituée à la langue japonaise, en fait, c'est ni plus ni moins que pour ça. Je trouve que c'est plus compliqué de trouver des vraies nuances de timbre de voix, déjà en règle générale dans les voix japonaises. Maintenant, dans Peachy Peachy Peach, Anon, Rina et Lucie, elles ont des voix diamétralement différentes, je trouve. Genre déjà ça, je trouve ça génial parce que, enfin, je reprends par exemple les VO de Sailor Moon dans la série de 89. Bah, excusez-moi, hein, mais entre Bunny et Camille, oui, je parle de la VO et je donne les prénoms français, il y a quoi. Je trouve qu'entre Bunny et Camille, c'est compliqué de se repérer. Je trouve que entre certaines autres Sailor, les voix, si tu fermes les yeux, en japonais, c'est chaud de faire la différence. Là, en vrai, dans Peachy Peachy Peach, les trois principales, en tout cas, elles ont des voix qui sont très très différentes. Même en règle générale, je trouve que les voix dans Peachy Peachy Peach sont très reconnaissables, même en VO. Maintenant, déjà, je trouve que c'est compliqué, pour moi, à titre perso, d'identifier des voix différentes si tu fermes les yeux. Dans d'autres langues, en règle générale, je dis... Là, je parle du japonais parce qu'on est sur une œuvre japonaise, mais en vrai, il y a des trucs que j'ai déjà regardés, genre en espagnol ou en anglais. Si je ferme les yeux, ben, c'est un peu plus compliqué de faire la différence entre certains timbres de voix qui sont assez proches. Maintenant, ouais, donc Lucie, je trouve qu'elle a vraiment un petit truc particulier dans la voix. Je saurais pas comment l'expliquer, mais il y a un peu un truc qui part de la gorge, j'ai l'impression. Et j'aime bien, en fait. J'aime vraiment bien. Et je trouve que l'équivalent français, mais que ce soit parlé ou chanté, il est très juste, quoi. C'est-à-dire, ils ont pas essayé de faire du copier-coller de la VO, mais c'est une adaptation qui est très très juste. Et je trouve que ça se retrouve particulièrement dans le chant, mais en fait, enfin, non, pas particulièrement, que ce soit dans le chant ou dans le parler, je trouve l'adaptation de Lucie très très juste. Vraiment, je pense qu'il n'y avait pas mieux que Esther Aflalo pour faire Lucie. Après, c'est pas elle qui fait la voix chantée, mais voilà. Je trouve que c'est une très bonne contrepartie de la VO. Et donc, bah voilà ma petite tier list de la performance vocale des personnages. Alors, il n'y a pas tous les personnages qui chantent, genre il n'y a pas Michel. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas tout le monde. J'ai l'impression qu'il en manque, mais en tout cas, c'est sûr qu'il n'y a pas Michel. Donc, ouais. Écoutez, moi je vais vous laisser là-dessus. Je pense que vous avez déjà une bonne petite vidéo là, avec ces 3 tier list. Bah, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, quelles sont vos tier list. En fait, j'aurais aimé pouvoir faire ça en live, très très franchement. J'aimerais beaucoup faire du stream en direct pour pouvoir avoir des interactions avec des gens, mais d'une part, je ne sais absolument pas comment faire. Je n'ai aucune connaissance, aucune technique pour mettre en place un live. Et deuxièmement, bah, malheureusement, je ne suis pas assez connue et la Porte du Paradis n'est pas assez connue sur les réseaux pour se permettre de lancer un live et d'avoir en 5 minutes peut-être une trentaine de personnes avec qui interagir en chat. Enfin voilà, l'idée de faire des streams pour moi ce serait de pouvoir interagir en direct avec vous, parce que pour le coup, faire des tier lists en live, je trouve que c'est vachement plus intéressant que format vidéo. Mais écoutez, n'hésitez quand même pas à me partager vos avis. S'il y a un truc que j'ai dit qui vous a révolté, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aime bien débattre, voilà. Si vous trouvez que la voix de Sarah elle pue la merde, et ben venez, on va se battre dans les commentaires. Mais voilà, blague à part, n'hésitez pas à me faire part de vos avis, c'est toujours intéressant. Puis on adore discuter avec vous dans l'espace commentaire, ça il faut le savoir. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et écoutez, j'espère pouvoir vous proposer d'autres vidéos pour l'année 2026. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo de l'avocat du diable, je ne peux pas vous promettre de revenir régulièrement, je ne peux pas vous promettre
une date de sortie pour une prochaine vidéo. À l'heure actuelle, je ne sais même pas quelle prochaine vidéo je vais faire. Voilà, c'est pour vous dire. Mais voilà, je ne suis jamais très loin, sachez-le. Je suis une grande consommatrice de YouTube et surtout je check plus ou moins les commentaires de mes vidéos, que ce soit ici ou sur ma chaîne perso, puisque comme dit, on aime beaucoup interagir avec vous. Donc voilà, je suis jamais là. Puis si vous voulez discuter avec moi, je suis sur Instagram. Je suis assez active sur Instagram. Pareil, si vous voulez voir des dessins de Piki Piki Piki, et bah vous pouvez les voir là-bas. Et puis voilà, bah écoutez, encore une fois, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. J'espère que ça se passe bien pour vous, que la vie va au mieux, parce qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué. Bref, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Au plaisir de vous retrouver bientôt. Des bisous les petites perles.